Bonjour à tous, on va y aller. Alors on a 2 heures pour parler de la cardio. Donc ce que je vais essayer de faire en 2 heures, la cardio c'est un petit peu compliqué. Donc on va pas essayer d'aller forcément dans les détails. Si vous voulez aller dans les détails, vous me poserez des questions. Mais le but des 2 heures là, c'est d'essayer de vous montrer une structure qui vous permette d'accrocher vos connaissances dans un ordre relativement logique. Donc je pense que c'est important pendant ces 2 heures d'essayer d'avoir des idées extrêmement claires de la cardiologie dans son ensemble pour bien avancer. Alors, j'ai repris ma diapo de l'an dernier, qui est celle-là, qui est d'essayer de mettre le programme de cardiologie dans un ordre logique. Donc, l'ordre logique à ma façon, c'est déjà les patients viennent pour des symptômes, donc vous avez vos différentes questions, et vous retrouvez ici les 4 symptômes cardiologiques. Dyspnée, douleur thoracique, perte de connaissance, palpitation. Œdème des membres inférieurs, ce n'est pas vraiment un symptôme, mais bon. Et ensuite, quand le patient vient pour un symptôme, vous allez découvrir, ou vous le prenez en charge en le sachant dès le départ, il va avoir une cardiopathie. D'accord ? Et ces cardiopathies, c'est toujours les mêmes. Cardiopathie ischémique, cardiopathie hypertensive, cardiopathie valvulaire, cardiomyopathie, on verra la définition, il faut bien avoir compris ce que c'est qu'une cardiomyopathie, cardiopathie rythmique. Le cas classique, c'est la fibrillation atriale rapide, mal contrôlée, qui va finalement engendrer une dysfonction ventriculaire gauche. C'est ce qu'on appelle une cardiomyopathie rythmique. Des anomalies, on va dire, cardiaques liées à une pathologie du péricarde. Et puis les cardiopathies congénitales. D'accord ? Alors moi, j'aime bien, quand j'ai un patient en tête, en général, je me souviens de son âge, de son sexe. Je me souviens du symptôme d'entrée. Et je le rattache d'emblée à la cardiopathie. Alors parfois, de temps en temps, c'est des doubles cardiopathies, mais enfin, si dans votre tête, vous avez l'âge, le sexe, le symptôme d'entrée et la cardiopathie, vous partez quand même plutôt pas mal. Et ensuite, cette cardiopathie, elle va se compliquer de 2 façons. Soit sur un versant mécanique, c'est les complications hémodynamiques, c'est l'insuffisance cardiaque, soit elle se complique de façon électrique, sur un versant électrique. C'est notamment la fibrillation atriale à l'étage atrial et les troubles du rythme ventriculaire à l'étage ventriculaire, notamment le risque de mort subite. D'accord ? Et ça, c'est quelle que soit la cardiopathie sous-jacente. Vous avez 2 risques. Toujours un risque mécanique hémodynamique et un risque électrique rythmique. Et enfin, la dernière ligne, ça va être les traitements. Les traitements, ils sont soit pharmacologiques, soit chirurgicaux jusqu'à la transplantation, soit maintenant interventionnels, c'est-à-dire se situant entre le médical et le chirurgical. Mais là encore, vous n'aurez pas de questions extrêmement poussées sur le traitement. Et donc, j'ai mis les différentes questions là, de l'ECN qui correspondent aux différentes cases. Alors, on va commencer par des choses extrêmement simples et qui ont peu d'intérêt pour vous, je vous l'accorde. On va dire un mot sur les symptômes, on va être assez rapide sur certains. Notamment, on est d'accord que la dyspnée, je ne vais rien vous apprendre aujourd'hui. Ce qu'il faut bien, c'est avoir il faut avoir votre raisonnement en tête et il faut que vous ayez choisi la façon dont vous raisonniez devant une dyspnée. Ce qui me paraît important, c'est de diviser la dyspnée en aiguë et chronique et que la cause, elle est soit cardiaque, soit extracardiaque, qu'il y a une brochette d'examen à faire sans trop réfléchir. C'est la radio de thorax, les gaz du sang, l'électrocardiogramme, le BNP et l'écho. Et ensuite, ce qu'il faut surtout, c'est être capable de reconnaître la gravité d'une dyspnée, soit sur des signes respiratoires, une détresse respiratoire, soit sur des signes neurologiques, puisque quand le cerveau est mal irrigué, à un moment donné, on a des signes neurologiques, soit des signes hémodynamiques, parce que là encore, quand on commence à mal respirer, on va finir par avoir un état de choc hémodynamique. Ok ? Douleur thoracique. Là encore, il n'y a aucune subtilité, donc je ne vais rien vous apprendre. Simplement, ayez cet acronyme qui paraît bête, mais on le connaît tous. Mais je peux vous garantir que c'est important de se le répéter à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui a une douleur thoracique. Sinon, on risque de passer à côté d'un diagnostic différentiel. La perte de connaissance, alors là, c'est beaucoup plus subtil. Pourquoi c'est beaucoup plus subtil que la dyspnée et la douleur thoracique ? C'est parce que vous voyez le patient, en général, en dehors de son symptôme.
Hein, vous ne le voyez pas perdre connaissance devant vous. C'est pour ça que les deux symptômes rythmologiques, perte de connaissance et palpitations, sont un peu plus subtils que les deux premiers symptômes, parce qu'on voit les patients entre les crises. Et la perte de connaissance, c'est là par contre extrêmement important que vous ayez compris parfaitement ce que c'est qu'une syncope. Donc, les recommandations, elles sont récentes, elles ont été publiées l'an dernier, les recommandations européennes qui font foi, et vous allez voir que c'est vraiment l'interrogatoire, plus l'examen physique, plus l'électrocardiogramme, plus le massage sino-carotidien, plus la pression artérielle couchée debout. Ça, c'est vraiment la brochette d'examens à faire et qui vont vous permettre d'avancer. Une fois sur deux, vous aurez un diagnostic. Donc ça, n'oubliez pas. Ce qu'on vous demande, c'est, premièrement, premier objectif, c'est de comprendre ce que c'est qu'une syncope. Et il faut comprendre parfaitement la définition. La syncope, c'est une définition avec 3 mots-clés. Perte de connaissance, transitoire. Et le troisième point, qui est quand même un petit peu plus compliqué à mettre en évidence, c'est qu'il faut que cette perte de connaissance transitoire soit liée à une hypoperfusion cérébrale. Et quels sont les 2 arguments forts pour une hypoperfusion cérébrale? C'est le fait que la durée de la perte de connaissance soit brève et qu'il n'y ait aucune confusion post-critique. Ce qui va vous permettre donc de faire la différence entre une perte de connaissance transitoire d'origine syncopale et une perte de connaissance transitoire neurologique, autrement dit une crise convulsive. Donc ça, c'est votre premier objectif devant une perte de connaissance, être capable d'identifier les syncopes. Le deuxième objectif, c'est d'être capable d'identifier la cause de la syncope, notamment parmi les 3 familles que vous devez connaître. Les 3 familles, c'est celles-là. Il y a les syncopes réflexes, qui comprennent les syncopes vasovagales, mais qui comprennent également l'hypersensibilité du sinus carotidien, d'accord, qui comprennent également la syncope permictionnelle, par exemple, du sujet âgé qui va aller pisser la nuit et qui a un adénome de prostate. Tout ça, c'est des syncopes réflexes. Forcément, la plus fréquente, c'est la syncope vasovagale. Il y a en rouge les syncopes d'origine cardiaque, c'est celles que vous allez absolument pister, parce que c'est celles qui peuvent se compliquer d'une mort subite. Et vous avez, dernier panier, l'hypotension orthostatique, dont la première cause reste le traitement antihypertenseur, et en deuxième position, l'insuffisance veineuse chronique. D'accord ? Et donc votre objectif, le deuxième objectif, c'est de savoir un peu quel panier vous allez tirer, et notamment être certain de ne pas passer à côté d'une syncope cardiaque, parce qu'une syncope cardiaque, comme je vous disais, peut se compliquer d'une mort subite imminente. Alors, comment on peut faire l'hypothèse que la syncope est d'origine cardiaque? C'est simple, il y a une checklist. Mais avant la checklist, je voulais revoir avec vous les étiologies des syncopes cardiaques. Là aussi, je ne dis pas que ma façon de trier les étiologies est meilleure que la vôtre, mais en tout cas, il faut que vous en choisissiez une, que vous soyez confortable avec la classification que vous avez retenue pour pouvoir l'appliquer facilement. Donc si on dit que la syncope, c'est une perte de connaissance transitoire due à une hypoperfusion cérébrale, la perfusion cérébrale, c'est le débit cardiaque fois les résistances périphériques. Le débit cardiaque, c'est le volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Donc en gros, votre débit cérébral, il dépend de votre volume d'éjection systolique, de votre fréquence cardiaque et de vos résistances périphériques. Donc si vous prenez l'exemple d'une syncope réflexe vasovagale, elle peut se faire soit par vasoplégie, donc les résistances chutent, c'est pour ça que la perfusion cérébrale chute, mais une syncope vasovagale peut se faire sur le mode cardio-inhibition, c'est-à-dire que c'est la fréquence cardiaque qui va chuter et qui va entraîner cette hypoperfusion cérébrale. Quand vous êtes en tachycardie ventriculaire, ce n'est pas la fréquence cardiaque qui baisse, elle est très rapide, mais par contre, il n'y a plus de volume d'éjection systolique. D'accord ? C'est pour ça que la perfusion cérébrale baisse. OK ? Et quand vous avez une gêne au remplissage ou à l'éjection du ventricule, forcément, vous avez un volume d'éjection systolique qui baisse, et ça explique. D'accord ? Donc, il faut avoir un peu compris la formule. Donc, dans les causes cardiaques, il y en a 2. Il y a les causes électriques et les causes mécaniques. Les causes mécaniques, il y a un obstacle, soit à l'éjection, c'est ce qui est le plus fréquent, soit au remplissage, c'est très rare. Typiquement, la syncope qui change. La syncope positionnelle, c'est le myxome qui va se coincer dans la valve mitrale et qui va empêcher le ventricule de se remplir. Ça donne des syncopes positionnelles. C'est le myxome. Ça m'étonnerait que vous ayez ça, mais bon. Dans les syncopes d'origine mécanique par obstacle à l'éjection,
c'est typiquement le rétrécissement aortique calcifié du sujet âgé. Ça, c'est vraiment la vignette typique. Et sinon, c'est la cardiomyopathie hypertrophique du sujet jeune. C'est quand même deux tableaux cliniques qui sont extrêmement traditionnels, qui sont très, très classiques. Ouais. Le vol sous clavier, laissez tomber. Les causes électriques, elles se divisent en deux. Soit le cœur est trop lent, soit le cœur est trop rapide. Quand le cœur est trop lent, là c'est très important, on va revenir là-dessus après en parlant de l'électrocardiogramme. Quand le cœur est trop lent, vous devez faire votre choix entre un problème entre le sinus et le reste de l'oreillette. Ça, c'est la dysfonction sinusale, bloc sino-atrial. C'est-à-dire qu'il y a un problème entre le sinus, le starter du cœur, et le reste de l'oreillette. Donc, il manque des ondes P sur l'oreillette, sur l'électrocardiogramme. Et un problème de BAV, c'est un problème d'oreillette qui n'est pas conduit au ventricule. D'accord ? Donc, en cas de bradycardie, il faut absolument que vous posiez la question d'aller plus loin. Est-ce que c'est un BSA, il me manque des ondes P, ou est-ce que c'est un BAV, il me manque des QRS? Mais des troubles du rythme peuvent donner donc des syncopes. Alors les troubles du rythme supraventriculaire donnent rarement de syncopes, sauf quand il y a une dysfonction VG très avancée, ou par exemple une cardiopathie très avancée, un rétrécissement aortique serré, eh bien un simple Bouvray peut faire syncoper. Enfin, la plupart du temps, c'est un trouble du rythme ventriculaire. D'accord ? Et alors, quels sont les arguments en faveur d'une syncope cardiaque? C'est très clair, les recommandations sont assez précises. Et à partir du moment où vous avez une croix cochée dans cette checklist, vous devez suspecter une syncope d'origine cardiaque. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est synonyme d'hospitalisation pour une surveillance télémétrique. Alors que quand vous n'avez aucun de ces critères qui sont cochés, vous n'avez pas d'argument pour une syncope cardiaque et vous pouvez traiter le patient en ambulatoire. Donc c'est quand même extrêmement important. Quels sont ces critères? Ils sont relativement simples. Il y a des critères, des circonstances de survenue. Quand on fait une syncope d'effort, je parle bien d'une syncope d'effort, pas une syncope post-effort. Une véritable syncope d'effort, c'est clairement en faveur d'une pathologie cardiaque et d'ailleurs une obstruction mécanique la plupart du temps. Quand le patient fait des syncopes associées à des palpitations, là aussi, ça paraît logique, c'est en faveur d'une cause cardiaque. Des syncopes de décubitus, il n'y a aucune raison d'avoir une hypoperfusion cérébrale d'origine réflexe ou par hypotension orthostatique si vous êtes complètement allongé. Donc indirectement, c'est un argument en faveur d'une syncope cardiaque. Les antécédents, toute cardiopathie connue, d'accord, les antécédents de mort subite familiale, à ne pas oublier. D'accord. Et ensuite, il y en a 3 autres. Toute anomalie à l'examen physique, c'est-à-dire que vous avez des arguments en faveur, vous avez un souffle, par exemple, cardiaque à l'auscultation. Toute anomalie à l'électrocardiogramme, alors je suis d'accord avec vous, c'est un petit peu vague. On ne va pas s'exciter de la même façon quand on a une hypertrophie ventriculaire gauche majeure sur le ECG par rapport à si on a simplement un PR long. Et le fait d'avoir une syncope traumatisante. S'il y a une syncope qui a été traumatisante, ça veut dire que les prodromes ont été très brefs et qu'il n'y a pas eu le temps de mettre la main pour se protéger la figure. D'accord ? Et donc, je vous disais, plus d'un facteur de risque, à ce moment-là, vous n'avez pas à hésiter. C'est une syncope d'origine cardiaque jusqu'à preuve du contraire et ça nécessite une hospitalisation pour une surveillance télémétrique. Quand tu reçois aux urgences un patient donc, et que tu es sûr du diagnostic de syncope, c'est donc la moitié du boulot, et que tu as un de ces signes, tu n'as pas tellement à réfléchir, tu dois le prendre en cardio pour le télémétrer. Alors, si t'as pas ce qu'il faut, c'est le télémétrer. D'accord ? Exactement. Un petit mot sur le mot pause pour vous dire que là, vous devez choisir votre camp, mais vous n'allez pas parler de pause. Vous devez faire la différence entre un bloc sino-atrial, comme ici, ou un bloc atrioventriculaire, comme en dessous. Le premier cas, il manque des ondes P, c'est de la dysfonction sinusale ou bloc sino-atrial. En dessous, il manque des QRS. Donc, que ça soit bien clair, parce qu'on voit bien qu'au quotidien, ce n'est pas extrêmement clair. Alors, autre chose, j'ai réalisé qu'a priori, la classification des BAV, c'est quelque chose qui doit, par contre, là, être vraiment connu, il n'y a aucun doute.
Ça rend pas top là, mais en gros, vous avez dans la classification des BAV, vous en avez 3. BAV1, BAV2, BAV3. D'accord? On commence par les simples. BAV1, c'est le PR qui est long, c'est celui-là. Le PR est long, et sinon, il y a une conduction en 1 sur 1. Ok? C'est juste le PR qui est long. D'accord? Le BAV2, donc dans le BAV2, il y en a plusieurs, et il faut bien avoir compris, parce que le pronostic, le BAV2, c'est un groupe très hétérogène. Il y a du complètement bénin, et il y a du malin dans le BAV2. D'accord? Pourquoi? Le Mobitz sain, c'est ce que vous voyez là, c'est-à-dire que le PR s'allonge, et finalement, une onde P va bloquer. Et ça va recommencer. Et on dit que le Mobitz sain, donc le BAV2 Mobitz sain et le BAV1, ils ont la même valeur sémiologique. C'est-à-dire que c'est en général en rapport avec des lésions du nœud atrioventriculaire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si à un moment donné, ça se met à bloquer complètement, vu que le niveau du bloc est relativement haut dans le tissu nodal, il y aura un échappement relativement rapide. Contrairement à un bloc infraïtien, où si ça se met à bloquer complètement, il y aura un échappement très lent. Et c'est le cas du Mobitz 2. Le Mobitz 2, c'est quoi la définition du Mobitz 2? C'est le blocage inopiné d'une onde P. C'est ça la définition du Mobitz 2. Parfois, on a une seule onde P bloquée par 24 heures. Et pourtant, la valeur sémiologique est beaucoup plus péjorative que le Mobitz 5 qui va bloquer une onde P toutes les 3-4 complexes. Il faut bien comprendre ça. Une onde P bloquée de façon inopinée, c'est-à-dire qu'il n'a aucune raison de bloquer, ça s'appelle un BAV2 Mobitz 2. Et c'est très en faveur d'un BAV infraïtien, d'accord, qui est donc de mauvais pronostic. Mauvais pronostic parce que le bloc est bas situé. Si jamais ça se met à bloquer complètement, il y aura un échappement ventriculaire qui risque d'être lent. Ensuite, vous avez le 2 sur 1. Ouais, dis-moi. C'est intraïtien, c'est très rare. C'est très rare, donc vous ne t'embêtez pas avec ça. Mais intraïtien, on la met plutôt dans la catégorie des infraïtiens. En fait, idéalement, on devrait dire nodal et infranodal. Et dans le infranodal, il y a le itien et infraïtien. Ensuite, dans le BAV2, vous avez le 2 sur 1, le 3 sur 1, le 4 sur 1, 5 sur 1. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, la 3 sur 1? Ça veut dire le 2, c'est le nombre d'ondes P. D'accord? Et là, le nombre de ventricules. Forcément, on est dans du BAV, donc il y a plus d'oreillettes que de ventricules. Alors, le 2 sur 1, le voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à comprendre dans le 2 sur 1? Il est où le 2 sur 1? Ouais, c'est celui-là. Alors, le 2 sur 1, il est quand même intéressant à comprendre parce que c'est lui qui fait la jonction entre le BAV bénin et le BAV malin. Pourquoi? Parce que si vous réfléchissez à ça, au Mobitz sain, on a dit qu'il était, le Mobitz sain, on a dit qu'il était gentil. Il y a quoi la relation entre les P? Vous avez P, si vous avez NP, vous allez avoir N-1 ventricule. C'est ça la relation. N, N-1. Si N égale 2, vous avez un 2 sur 1. D'accord? Si N égale 2, vous avez un 2 sur 1. Mais si vous avez un Mobitz 2 qui bloque de façon inopinée une fois sur 2, vous avez un BAV 2 sur 1. Donc c'est pour ça que le BAV 2 sur 1, ça peut être un extrême de Mobitz 1, c'est-à-dire un truc de bénin, mais ça peut être un extrême de Mobitz 2, c'est-à-dire quelque chose de malin. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est intéressant. Et le 3 sur 1, bon, à partir de ça, on appelle à partir de 3 sur 1, 4 sur 1, c'est du BAV de haut grade. C'est-à-dire que là, il n'y a pas à discuter. OK? Et la dernière ça s'entrecoupe un peu, mais le dernier BAV, c'est le BAV 3, c'est-à-dire le BAV complet, qui se définit comme étant une dissociation atrioventriculaire avec plus d'oreillettes que de ventricules. D'accord? N'oubliez pas que c'est la définition du BAV complet, c'est l'association des deux. Dissociation entre les oreillettes et les ventricules, et plus d'oreillettes que de ventricules. Mais la dissociation AV ne suffit pas, puisqu'on a vu que c'est aussi, dans la TV, on a une dissociation AV, on le verra. Donc il faut les deux. OK? Donc ça, j'insiste dessus, parce que la classification des BAV, c'est vraiment quelque chose à savoir. Vous ne pouvez pas vous permettre que ça ne soit pas clair. Dites-moi. Un BAV, Mobitz 3, enfin, un 3 pour 1 ou 4 pour 1, tout ça, c'est forcément un Mobitz 2 ou ça peut être aussi un Mobitz 1? Ouais, le 3 sur 1, 4 sur 1, on considère que c'est des BAV de haut grade. C'est-à-dire que quand ça bloque comme ça, on considère que c'est un mauvais pronostic.
Non, le Mobitz 2, il n'est pas 3 sur 2 ou compagnie, il est Mobitz 2, quoi. Mais le Mobitz 2 peut très bien te donner sur l'électrocardiogramme, en fait, du 3 sur 1. Mais tu diras que c'est un BAV 3 sur 1. Et entre la 3, enfin, un Mobitz 2, ça peut faire 3 ondes P pour 2 QRS seulement, non? 3 ondes P. Enfin, on peut avoir un union aussi. Ouais, bah à ce moment-là. Du coup, on n'appelle pas ça un bloc de haut grade, même si c'est un Mobitz 2. Non, le bloc, disons que tu as vraiment cette définition. Le bloc de haut grade, c'est le synonyme de 3 sur 1, 4 sur 1, 5 sur 1. C'est ça le bloc de haut grade. Donc si tu vois un Mobitz 2, bah, c'est un Mobitz 2. Si tu vois un 2 sur 1, c'est un 2 sur 1, tu ne peux pas te prononcer. D'accord? C'est ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure. Tu ne peux pas te prononcer. Donc tu ne dis pas que c'est forcément un haut grade, ça peut être un extrême de Mobitz 1. Donc tu dis rien, c'est du 2 sur 1. Et par contre, 3 sur 1, soit tu dis que c'est du BAV 3 sur 1, 4 sur 1, mais le synonyme, c'est un BAV de haut grade. Mais il vaut mieux être descriptif et dire 3 sur 1, 4 sur 1. D'accord? Mais en tout cas, quand c'est du 3 sur 1, 4 sur 1, tu considères que c'est du BAV de haut grade, infraïtien. Alors, tu n'auras pas cette question, hein, il faut être clair. Le 2 sur 1, de toute façon, tout BAV symptomatique va être appareillé, d'accord? Qu'il soit malin ou bénin, d'accord? Ça répond à ta question ou pas? Ouais. Il y avait vu, pour les 2 pour 1, on peut faire les manœuvres de Valsalva, tout ça, sur les nœuds, ça les modifie. Ouais, mais je pense que... Alors, bon, vous n'aurez pas ce genre de questions, hein, d'accord? Vous n'aurez pas ce genre de questions. Vous, ce qu'il y a d'important de connaître, c'est de connaître parfaitement votre classification pour vous mettre un diagnostic électrique sur un BAV, sur un ECG. Ça, c'est certain. Deuxième notion importante, c'est qu'un BAV symptomatique, quel que soit le BAV, sera appareillé. D'accord? La troisième notion, votre collègue a raison, le 2 sur 1, on a vu que c'était intéressant, parce qu'on a dit que ça pouvait être un extrême de Mobitz 1 ou un extrême de Mobitz 2, et donc des gravités complètement différentes. Ben, il y a une chose simple à faire, c'est si vous demandez au patient de faire 3 coups de pédalage dans le lit, c'est-à-dire d'accélérer le sinus, si ça bloque plus, c'est que c'est en faveur d'un quelque chose d'infraïtien. D'accord? Si ça améliore la conduction, ça veut dire que c'est un extrême de Mobitz 1. D'accord? Mais le Mobitz 1, on l'a vu tout à l'heure, le Mobitz 1, le BAV1, tout ça, c'est quand le PR est long ou quand ça bloque au niveau du PR. C'est en général un problème au niveau du nœud atrioventriculaire. Et le fait de faire un exercice va lever le tonus vagal sur le nœud atrioventriculaire. Donc ça s'améliore à l'effort. Alors que le Mobitz 2 ou tous les blocs infraïtiens s'aggravent à l'effort. D'accord? Mais tu n'auras absolument pas ça. Hein? Non, si tu fais un Valsalva, ouais, voilà, si tu fais un Valsalva, tu vas aggraver le nodal, mais tu vas améliorer l'infraïtien. C'est contre-intuitif, mais en fait, si tu fais le Valsalva, tu risques de diminuer ta fréquence cardiaque sinusale. Et donc, si tu as un bloc infraïtien, il va pouvoir gérer en 1 pour 1 la conduction ventricule. Et dès qu'il reviendra à une cadence sinusale plus élevée, là, ça va bloquer. Donc, ça rejoint la notion que tout syncope à l'effort est d'origine cardiaque jusqu'à preuve du contraire. Soit parce qu'il y a une obstruction qui se favorise à l'effort, soit parce qu'il y a un trouble de conduction qui s'aggrave à l'effort. Mais vous voyez, ça, on rejoint la même notion. Mais soyez simple, hein, ne vous prenez pas la tête. Si vous avez compris ce que c'était qu'une syncope avec la définition, les 3 mots-clés, que vous connaissez les 3 familles de syncope, pour vous c'est très clair, et que vous connaissez les critères pour définir une syncope cardiaque, c'est super. 4e point, connaître votre définition entre BSA et BAV et connaître vraiment votre qualification des BAV. Alors ouais, alors pourquoi? Alors là regarde, c'est parce que je peux pas changer. Pourquoi? Tu as raison. J'ai mal mis ma flèche. Ma flèche, elle te cache quelque chose de très important. Elle te cache une onde P qui est quasiment dans le QRS. Et ça te démontre que cette onde P-là ne donne pas ce QRS. Et en fait, vous aviez une dissociation AV. D'accord? Cette onde P-là, rétrospectivement, quand tu vois ce qui se passe ici, en fait, cette onde P-là, elle tombe devant le QRS, c'est un hasard. Ok? Et d'ailleurs, le PR, vous voyez, c'est pas du tout le même là. D'accord? Ok? Ça va? Là, c'est les simples. Hein, là. Bon, palpitation. Palpitation, c'est simple, mis à part le fait qu'on est toujours emmerdé par le fait que le patient, quand il est devant nous, il n'a pas de palpitation. Parce que ce que l'on veut,
on est obsédé par un seul truc pour les palpitations, c'est d'avoir un tracé au moment des palpitations, un tracé électrique. Donc ça, c'est l'obsession qu'on a dans la tête. Et la deuxième obsession qu'on a, c'est exactement pareil que les syncopes, c'est que le panel de gravité, ça va du tout bénin au très malin. Et quels sont les facteurs, les 3 facteurs les plus importants en faveur de palpitations avec signe de gravité? Il y en a 3. C'est quand il y a des antécédents personnels et familiales, de mort subite, de cardiopathie, d'accord? Quand on sait que le patient a une cardiopathie sous-jacente, ça c'est sûr que ça change tout. Et troisièmement, quand le patient vient avec une syncope associée aux palpitations, on l'a vu à l'inverse tout à l'heure. On a vu que quand une syncope était associée à des palpitations, c'était un argument en faveur d'une cause cardiaque. Ben là, c'est pareil. Quand on a des palpitations associées à une syncope, c'est un argument en faveur de signes de gravité. OK? Donc ça, c'est plus simple. Alors, ensuite, on passera à des choses qui, j'espère, seront plus utiles pour vous. Là, c'est juste un petit rodage là, de démarrage. Donc, qu'on soit bien d'accord que tout trouble du rythme mal toléré doit être choqué en urgence. Que ça soit une fibrillation atriale non anticoagulée, que ça soit une TV, que ça soit un Bouvray, peu importe, si c'est mal toléré, ça doit être choqué en urgence. Donc en fait, c'est très important de comprendre qu'est-ce que ça veut dire mal toléré. Ce n'est pas des petits crépitants à mi-champ ou aux bases pulmonaires. Non, mal toléré, c'est-à-dire que le patient est en état de choc. Donc ça, vous sortez votre tiroir état de choc, comment vous le définissez. Il faut reconnaître un état de choc. C'est-à-dire que c'est un patient qui est soit marbré, soit qui a les extrémités froides. Hein, c'est ça. Hein. Ne vous basez pas sur la pression artérielle pour vous dire que le patient est en état de choc. Le premier signe d'un état de choc, c'est la fréquence cardiaque qui augmente. C'est les marbrures qui apparaissent. C'est les extrémités qui deviennent froides. Et ensuite, la pression artérielle va dégringoler. Hein, mais au début, il y a un mécanisme compensatoire qui fait que la pression artérielle va rester relativement stable alors que le patient est déjà en état de choc. Donc ça, c'est une règle de base importante. Dans les troubles du rythme, vous avez quand même la prise en charge de l'arrêt cardiaque. On ne va pas s'étendre, mais il faut que vous connaissiez, hein, ça a été repris par il y a les recommandations européennes qui dit quoi? Quand vous avez un arrêt cardiaque, la prise en charge médicalisée, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que soit vous mettez le défibrillateur, soit donc vous faites bien sûr vos massages cardiaques et ventilation avec un ratio 30/2. Hein, ce n'est pas le massage grand public qu'on préconise, c'est-à-dire que là, on vous dit quand même d'assurer une ventilation tous les 30 cycles, d'accord? Donc, massage cardiaque et ventilation, 30/2. Soit vous avez un rythme choquable quand vous mettez le DEF, vous choquez, soit vous n'avez pas de rythme choquable. Si vous choquez, quand vous choquez un arrêt cardiaque, n'allez pas attendre de regarder ce que vous avez sur le scope pour savoir si le choc a bien marché. Ça, c'est ce qu'on... Quand vous avez un arrêt cardiaque, vous choquez, et dès que le choc a été délivré, vous ne regardez pas votre scope, vous remassez. Il faut remasser tout de suite, immédiatement. Et au bout de 2 minutes, vous allez regarder, est-ce que vous avez comment est le rythme, d'accord? Si le patient est en rythme sinusal, tant mieux. Normalement, il devrait reprendre conscience tranquillement. S'il est toujours en fibrillation ventriculaire ou en rythme choquable, vous allez refaire un deuxième choc. D'accord? Et ensuite, vous refaites pareil. Vous refaites le deuxième choc, vous massez tout de suite. Au bout de 2 minutes, vous regardez ce que vous avez sur le scope. S'il est encore en fibrillation ventriculaire, vous allez décharger un troisième choc et vous allez à ce moment-là mettre 1 mg d'adrénaline IV, d'accord, que vous répéterez toutes les 3 minutes. Et vous allez initier un traitement par cordarone IV. OK? Donc ça, c'est la prise en charge du choc sur rythme choquable. Si vous avez un choc, si vous avez un arrêt cardiaque qui n'est pas en rythme choquable, le but, ça va être d'essayer de le mettre en rythme choquable. Et pour ça, en plus du massage, vous allez faire de l'adrénaline. D'accord? Que vous répéterez également toutes les 3 à 5 minutes. OK? Ça, c'est relativement codifié. Voilà, il faut le savoir. De toute façon, ça va vous servir quand même au quotidien. Ici, tu fais ton troisième choc, déjà. Et troisième choc. Et en même temps, tu demandes à l'infirmière en disant « Je vais délivrer mon troisième choc. Prépare 1 mg d'adré et la cordarone. » Tu sais, l'adré, tu vas faire 1 mg, ça va te prendre à peu près 2 à 3 secondes. Ensuite, tu branches ta cordarone, qui est une ampoule un peu plus grosse et qui va passer un peu plus lentement. D'accord? OK, donc sachez-le. C'est aussi parce qu'il y a des recommandations. Je pense que quand on fait des sujets de CN, on se rend vite compte que
c'est très compliqué. Je veux dire, à chaque fois qu'on le fait relire par quelqu'un, on a des remarques, et à chaque fois on pense que c'est nickel, et on le fait relire par quelqu'un, il y a encore des remarques qui sont assez justifiées. Donc les gens, ils sont quand même, dans les dossiers, on est toujours à la recherche de trucs peu discutables. Donc c'est pour ça que les recommandations, bien entendu, vous ne pouvez pas aller dans le détail des recommandations pour spécialistes, mais par contre, il faut essayer d'identifier les points qui ne sont pas discutables. Hein, donc, mais ça, vous le savez. Alors, un petit mot, et après, on arrête avec les trucs un peu pour externe grand public. Là. Après, on s'attaque vraiment à la structure de l'ECN. On est d'accord que devant une tachycardie, les réflexes, hein, c'est d'apprécier la tolérance, de savoir tout de suite si le patient prend des médicaments ou a une cardiopathie sous-jacente, et est-ce que j'ai un ECG de référence. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais ça, c'est les 3 réflexes. La tolérance, est-ce que j'ai un patient qui est cardiopathe, et est-ce que par hasard, je n'ai pas un ECG de référence. Les 3 réflexes. Oula, alors attends. Donc, premier point, soit la tachycardie est irrégulière, et pour vous, ça sera quand même une fibrillation atriale jusqu'à preuve du contraire, ou un flotteur atrial à conduction variable, on est d'accord, mais voilà, on est dans un contexte de fibrillation atriale. Okay, donc une tachycardie irrégulière à l'ECN, c'est une fibrillation atriale. Et si vous passez à côté du flotteur à conduction variable, de toute façon, le traitement est le même. Hein, donc on va pas se... OK. Ensuite, par contre, quand elle est régulière, c'est là où, c'est quoi la dichotomie? Quand vous avez une tachycardie régulière, bien entendu, vous faites un électrocardiogramme, et là, vous avez les 2 familles, QRS fin, QRS large. Le facile, c'est QRS fin, et le QRS large, il est plus compliqué parce qu'il comprend les QRS fins. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez des QRS fins, la tachycardie, elle est soit sinusale, vous avez votre petit tiroir hein, de tachycardie sinusale avec l'hyperthyroïdie, l'anémie, l'insuffisance cardiaque, le beriberi, enfin je vous laisse voir ça. Donc soit c'est une arythmie vraiment dans les oreillettes, comme on peut voir ici, soit une tachycardie atriale, soit un flotteur, mais qui décharge dans l'oreillette, d'accord? Soit c'est une tachycardie jonctionnelle. Donc c'est là où il faut que vous ayez les idées très simples. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit ça se passe dans les oreillettes, et quand vous allez jouer sur la jonction atrio-ventriculaire, ça ne va rien faire, puisque ça se passe dans les oreillettes. Ça va juste ralentir la conduction au ventricule, mais ça ne va rien faire sur les arythmies. Soit c'est véritablement une tachycardie jonctionnelle, et le fait d'arrêter la conduction dans la jonction AV, le nœud AV, ça va interrompre la tachycardie. C'est pour ça qu'on les appelle tachycardies jonctionnelles, c'est qu'elles ont besoin de la jonction pour exister. OK ? Donc la tachycardie jonctionnelle, c'est quoi? Je vous ai même fait les petits schémas. C'est ça, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous avez la réentrée intranodale, le Bouveret typique. À chaque fois que ça descend par une partie du nœud qui ne descend pas bien, ça retrouve ici l'autre partie du nœud qui est sortie de sa période réfractaire, parce que conduction rapide. Et en fait, à chaque fois que ça va descendre au ventricule, ça remonte aux oreillettes. Donc ça va tourner comme ça. Ça, c'est la maladie de Bouveret. Et à côté, ça s'appelle une tachycardie jonctionnelle orthodromique. Ortho parce que ça descend par les voies normales. Et ça remonte par une voie accessoire. Tachycardie jonctionnelle orthodromique sur une voie accessoire. Voie accessoire, les synonymes, c'est Kent. Okay. On est d'accord que qu'est-ce qui pourrait tomber? Il pourrait tomber simplement une tachycardie à QRS fin à 180 par minute, et on vous demanderait quelles sont vos hypothèses diagnostiques. Et vous diriez, ça peut être finalement une tachycardie atriale, ou ça peut être une tachycardie jonctionnelle sur une réentrée intranodale, ou ça peut être une tachycardie jonctionnelle orthodromique sur une voie accessoire. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut quand même comprendre. Quand les QRS sont larges, c'est plus compliqué. Vous allez voir pourquoi, parce que ça peut tout toucher, y compris les QRS fins. Donc, le premier message, c'est quand vous avez une tachycardie régulière à QRS large, c'est une TV jusqu'à preuve du contraire. Donc, raison de plus pour vous souvenir, voir la tolérance du patient. Premier item. Mais ensuite, il faut simplement comprendre pourquoi on a des QRS larges. Un QRS, il est fin. Pourquoi? C'est parce que quand il arrive au nœud auriculo-ventriculaire, il va se dépolariser à droite et à gauche au niveau des ventricules en même temps. Donc, comme ça se fait en même temps, le QRS est fin. D'accord? Donc, à l'inverse, quand on perd cette symétrie de dépolarisation ventriculaire, on va avoir des QRS qui deviennent larges. Soit parce qu'on a des blocs de branches, c'est un retard de dépolarisation. Soit on a une partie qui est avancée, c'est la voie accessoire.
Donc qu'il y ait un retard ou que ça soit avancé, dans les deux cas, on perd cette dépolarisation qui est ventriculaire qui normalement est symétrique. Et quand vous avez une TV, bah, la TV elle vient soit de la droite, soit de la gauche. En général, il y a une dépolarisation ventriculaire qui est là encore asymétrique. D'accord? Et donc ça vous explique pourquoi, en fait, devant une tachycardie à QRS large, ça peut être tout ce qu'on a vu pour les TSV avec un bloc de branche, d'accord? Ou ça peut être une TV. OK? Donc si on prend cet exemple, premier diagnostic, c'est quoi? C'est tachycardie régulière à complexe large. D'accord? Réflexe dans votre tête, comment le patient le tolère? Est-ce que le patient a une cardiopathie connue? Est-ce qu'il prend des médicaments? D'accord? Et troisième réflexe, c'est est-ce que j'ai un ECG de référence? Parce que si j'ai un ECG de référence qui montre en rythme sinusal les mêmes QRS, ça élimine la TV et ça va en faveur de la TSV. D'accord? Là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, vous faites les manœuvres vagales. Vous faites des manœuvres vagales. Et à ce moment-là, quand vous faites les manœuvres vagales ou le striadine, la striadine, c'est de l'adénosine triphosphate, c'est comme des manœuvres vagales. La seule contre-indication de la striadine, c'est l'asthme aigu grave, hein, un patient qui a un asthme sévère. Et l'ATP, l'adénosine triphosphate, c'est mangé par les macrophages. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en 7 à 8 secondes, vous n'avez plus de striadine dans le... Tout a été consommé. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Quand vous avez des pauses très longues après de la striadine, peu importe, vous dites au patient de tousser. Et de toute façon, en 5 à 7 secondes, vous n'allez plus avoir de striadine. Et alors, vous avez deux solutions. Soit ça fait ça, soit ça fait ça. Première solution, la striadine, c'est-à-dire les manœuvres vagales extrêmes, vous avez cassé la conduction dans la jonction AV et ça casse la tachycardie. Ça veut dire que c'était une tachycardie jonctionnelle. D'accord? Deuxième solution, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait que ralentir la conduction au ventricule, mais la tachycardie, elle persiste. Et en fait, ça vous permet de mieux analyser la ligne isoélectrique, parce que là, les QRS étaient très rapprochés. Et là, ça vous permet de mettre en évidence un joli flotteur atrial. D'accord? Donc, les manœuvres vagales ou la striadine, ça vous permet d'être diagnostique, c'est-à-dire si ça réduit la tachycardie, c'est que c'est une tachycardie jonctionnelle. Si ça ne la réduit pas, ça vous permet de mieux apprécier ce qui se passe au niveau des oreillettes. D'accord? Ouais. Alors, la manœuvre vagale dans une tachycardie sinusale, ça va ralentir la tachycardie, mais progressivement, et puis surtout, elle va progressivement, et elle va repartir progressivement. D'accord? Alors que dans la tachycardie jonctionnelle, ça la casse. Là, ça la casse. Tu vois, là, il est à 180, poum, ça l'arrête. Alors, de temps en temps, on a des complexes un peu ventriculaires, un peu bizarres qui peuvent faire peur, mais ça la casse complètement. On voit bien que là, c'est parti. Donc là, par exemple, on pourrait vous demander quel est votre diagnostic si après la striadine, vous avez ce tracé. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Ben, les hypothèses, c'est quoi? Vous savez que c'est une tachycardie jonctionnelle, mais qu'est-ce que ça peut être? Vous voyez que c'est une tachycardie jonctionnelle, vous voyez bien que là, PQRS, ça me paraît normal. Donc, c'est soit une tachycardie par réentrée intranodale, un Bouvray, soit c'était une tachycardie jonctionnelle orthodromique sur une voie accessoire. Orthodromique. Sur une voie accessoire cachée, vous pouvez même rajouter. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de voie accessoire antérograde. On ne voit pas la voie accessoire ici. On peut avoir un TCT une tachycardie jonctionnelle orthodromique sans un... Oui, parce que ton Kent ou ta voie accessoire n'a pas forcément de conduction antérograde. Quand tu as une voie accessoire ou un Kent qui n'a qu'une conduction rétrograde, tu vas pouvoir faire des tachycardies jonctionnelles. D'accord? Ça, c'est une chose. Donc, tu auras peut-être ta vie emmerdée par des palpitations parce que tu fais de la TJ. Mais par contre, tu n'auras pas de risque de mort subite parce que tu n'as pas de conduction antérograde. C'est ce qu'on va voir après. OK? Ben, je passe à ça. C'est ça. Le Wolf, je vous rassure, c'est la dernière diapo un peu... après, on passe à des trucs plus classiques. Le Wolf, c'est ça. Le Wolf, c'est un PR court, ou un PR court, et un empattement du QRS. Et ça correspond à quoi cet empattement du QRS? C'est qu'il y a une partie du ventricule qui est dépolarisée en avance par une voie accessoire. Donc le jaune correspond au jaune ici. D'accord? Mais si vous avez une voie accessoire qui ne conduit qu'en rétrograde, vous allez pouvoir faire une tachycardie jonctionnelle orthodromique
et ça remontera par la voie accessoire, ça redescend par les voies normales. Mais une fois que vous aurez réglé la tachycardie, il n'y aura rien qui descend par là, puisque c'est une voie accessoire qui est simplement rétrograde. Et donc, quand la voie est simplement rétrograde, vous n'avez pas de risque de mort subite. C'est ce qu'il faut comprendre quand même dans le Wolff-Parkinson-White. Le Wolff-Parkinson-White, il y a un risque de mort subite uniquement quand on a une voie accessoire. Pourquoi ? Parce qu'on a un risque de super-Wolff. Et le super-Wolff, c'est quoi ? C'est un patient qui a une voie accessoire qui conduit en antérograde et qui passe en fibrillation atriale. Parce que vous, quand vous passez en fibrillation atriale, c'est-à-dire entre 400 et 600 dans les oreillettes, vous avez votre nœud auriculo-ventriculaire qui vous protège. C'est pour ça qu'on a un nœud auriculo-ventriculaire. Il est là pour protéger les rythmes, il est là pour protéger les ventricules des rythmes atriaux très rapides. D'accord ? Alors que quelqu'un qui a une voie accessoire, il y a un court-circuit. Pour peu que ce court-circuit soit très perméable, il y a un risque que la fibrillation atriale conduise extrêmement vite dans les ventricules. C'est ce que vous voyez ici, avec l'effet en accordéon. Plus ça conduit par la voie accessoire, plus le QRS est large. Et plus ça conduit par les voies normales, plus c'est fin. Donc vous avez un panel de QRS large, très large, moyennement large, fin. Ça, c'est l'aspect du super-Wolff. D'accord ? Ok. Encore une fois, je ne pense pas que vous ayez ça, quand même, comme tracé. Je ne pense pas. D'accord ? Mais bon, il n'y a rien de très compliqué. Il faut juste avoir un peu compris les choses. Ok ? Dis-moi. Dans le Wolff-Parkinson-White, il y a le Wolff-Parkinson-White, ça correspond à un Kent ou une voie accessoire qui a une conduction antérograde. Il se voit sur l'électrocardiogramme de surface en rythme sinusal. Tu as une onde delta et un PR court. D'accord ? Par contre, à l'inverse, tu peux faire de la tachycardie jonctionnelle due à une voie accessoire qui ne sera que rétrograde et qu'on appelle voie accessoire cachée. La voie accessoire cachée, on ne dit pas que c'est un syndrome de Wolff-Parkinson-White. Ça ne se voit pas sur l'électrocardiogramme. C'est uniquement les voies accessoires qui se voient sur l'électrocardiogramme qui s'appellent Wolff-Parkinson-White. Et c'est celles-là qui ont éventuellement un risque de mort subite. Les autres n'en ont pas, puisque ça ne peut pas descendre, ça ne fait que remonter. Non, quand c'est antidromique ou orthodromique, peu importe, vous avez des ondes pérétrogrades, mais en général, on a du mal à les identifier. On les voit parfois, mais on a du mal à les identifier. Voilà, parce que de temps en temps, l'effet en accordéon, c'est que le QRS est une fusion entre l'activité qui passe par la voie accessoire et l'activité qui passe par les voies normales. C'est une fusion avec une oreillette qui bat entre 400 et 600, donc tu peux imaginer. Donc c'est une fusion. Quand ça passe que par la voie accessoire, le QRS est très large. Quand ça passe par les voies normales, parce que la voie accessoire est en période réfractaire, et le QRS est fin. Donc c'est un panel, et c'est pour ça qu'on appelle l'aspect en accordéon. D'accord ? Donc si on résume, parce que partie un petit peu compliquée, et puis il faut comprendre que ce n'est pas une partie qui aura une implication directe, je pense, dans les dossiers de CN. Je ne pense pas que vous ayez ça. Vous pouvez très bien avoir une tachycardie régulière à complexe large et raisonner devant. Ça, c'est possible. Donc voilà, si vous simplifiez un peu les choses, c'est dites-vous tachycardie, premier réflexe, ECG. Elle est irrégulière, c'est de la FA jusqu'à preuve du contraire. Elle est régulière. C'est une tachycardie régulière à QRS fin ou à QRS large. Si c'est des QRS fins, vous savez que c'est supraventriculaire. Si c'est supraventriculaire, c'est soit atrial, flutter atrial, tachycardie atriale, soit jonctionnel. Si c'est jonctionnel, c'est soit une réentrée intranodale, soit une réentrée sur une voie accessoire, une tachycardie jonctionnelle orthodromique sur une voie accessoire. D'accord ? Si la tachycardie régulière est à QRS large, c'est soit une TV, soit une TSV avec une aberration de conduction, ou à l'inverse, une voie accessoire. Ok ? Dis-moi. Alors voilà. Dans cet aspect-là, je vous ai dit que les manœuvres vagales, on les faisait dans les tachycardies régulières. Dans cet aspect-là, le diagnostic, il est formel, rien qu'en regardant le tracé. Et les manœuvres vagales peuvent, comme tout médicament qui ralentissent le nœud atrioventriculaire, peut aggraver la situation, parce que si vous bloquez le nœud atrioventriculaire, ça va favoriser le passage par la voie accessoire. Donc ça risque d'être encore plus rapide, encore plus large. Donc les manœuvres vagales sont contre-indiquées dans cette situation. C'est pour ça qu'il faut avoir les idées bien claires. Mais encore une fois, je préfère vous
vous rassurer un peu, ça m'étonnerait que ça tombe quand même, hein, je vous dis franchement. Ok ? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Un petit mot quand même qu'on n'a pas vu, c'est sur les fameuses tachycardies régulières à QRS large. Je vous ai dit c'est soit une TSV, soit une TV. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur les TV de façon très simple? N'oubliez pas que les arguments pour une TV, il y a deux arguments, deux signes pathognomoniques, et ensuite il y a des signes en faveur. Les signes pathognomoniques, c'est la dissociation AV avec plus de ventricules que d'oreillettes. Ça, c'est quand vous avez la chance de la voir. Alors ici, vous ne pouvez pas voir de là où vous êtes, mais je vous ai mis les petites étoiles. Là, c'est en D2. Souvent, c'est en D2 qu'on voit mieux l'activité atriale. Vous voyez que vous avez une activité régulière beaucoup plus lente que les ventricules. Et ça, c'est le sinus. C'est ce qu'on appelle la dissociation AV. Le deuxième signe pathognomonique, c'est la capture-fusion. C'est ce que vous voyez là. Quand vous avez sur un fond de tachycardie à QRS large des QRS fins, c'est en général dû à une capture ou à une fusion. C'est-à-dire qu'il y a l'onde P, vous la voyez comme par hasard ici. Cette onde P-là, elle s'est faufilée entre deux battements ventriculaires pour capturer le ventricule. C'est ce qu'on appelle une capture. Et parfois, c'est une fusion avec le battement ventriculaire. Ça, c'est des signes pathognomoniques. Les autres signes, ça, c'est les signes pathognomoniques. Les autres signes sont des signes en faveur. Et qu'est-ce que vous pouvez retenir, vous, à votre niveau? C'est retenez que quand AVR est complètement positif, il n'y a aucune raison que AVR soit positif. AVR, c'est en haut à droite. Donc si c'est supraventriculaire, ça ne peut pas être positif en AVR. D'accord? Donc quand les QRS sont positifs en AVR, c'est en faveur de la TV. Plus le QRS est large, plus c'est en faveur de la TV. Quand vous avez des QRS soit tout négatifs, soit tout positifs en précordial, c'est en faveur de la TV. C'est ce qu'on appelle la concordance. Et dernier truc, ça vous rappelle, en fait, c'est une excuse pour vous rappeler qu'il faut bien avoir en tête votre morphologie typique de bloc de branche droit et de bloc de branche gauche. Un bloc de branche droit typique, vous avez ça en V1, d'accord? Vous avez cet aspect de R, S, R', c'est ce qu'on appelle l'oreille de lapin, d'accord? L'oreille de lapin en V1, avec la première oreille plus basse que la deuxième, ok? Quand vous avez un retard gauche, vous avez cet aspect-là en V1. Okay, donc il faut vraiment connaître. Et quand on dit que quand ça ne ressemble pas à un bloc de branche droit typique ou un bloc de branche gauche typique, c'est en faveur de la TV. Mais c'est en rien pathognomonique. Ok? Ouais, mais l'onde P, tu ne la vois pas toujours. Mais par définition, le mécanisme d'une fusion d'une capture, c'est une onde P qui s'est faufilée. Mais par contre, là, on a de la chance parce qu'on la voit, mais on ne la voit pas toujours. Okay, on n'est pas toujours capable de voir qu'il y a la dissociation atrioventriculaire. Ok, donc voilà, ça c'était un peu pour remuer le fond du truc, c'est le fond du tiroir, c'est un peu dur. Là, on va en arriver à des trucs plus pragmatiques. Et on finit le dernier truc, ouais, le dernier, là, l'œdème. Juste, n'oubliez pas, c'est pas parce que le patient a des œdèmes des membres inférieurs bilatéraux, blancs, prenant le godet, non inflammatoires, que c'est de l'insuffisance cardiaque. N'oubliez pas que vous pouvez avoir un syndrome néphrotique ou une hypoalbuminémie sur une cirrhose qui vous donne ces œdèmes des membres inférieurs. D'accord ? Alors, on en arrive à des choses plus pragmatiques et j'espère qu'il vous rendra un peu plus service. Cardiopathie valvulaire. Moi, je trouvais que les cardiopathies valvulaires, c'était probablement les cardiopathies les plus difficiles à appréhender quand on était à préparer l'internat ou le CN. On confond un peu les choses, donc il faut avoir des idées très claires. Donc moi, je vous propose la cardiopathie valvulaire. Vous pouvez la prendre comme vous voulez, mais bon. Alors, il y a un prérequis. C'est que par contre, il y a des images d'écho qu'il faut connaître. Et ça peut tomber. Il n'y a pas de problème, ça peut tomber. Là, je suis désolé, ça ne marche pas. Il y avait une petite... c'était animé, mais ça ne marche pas. Peu importe. Voilà les 3 images d'écho qu'il faut connaître. Ça, c'est la 4 cavités. Apicale, pardon. L'apicale 4 cavités. Vous voyez bien le ventricule droit, l'oreillette droite, l'oreillette gauche, ventricule gauche. OK ? La 4 cavités, apicale 4 cavités. Ça, c'est la parasternale, c'est-à-dire on va couper le cœur dans l'autre sens, dans son grand axe, mais en longitudinal. Vous avez ici le ventricule gauche, la mitrale, l'oreillette gauche, la valve aortique, ici la chambre de chasse et l'aorte initiale. Et vous avez autour du ventricule gauche le ventricule droit. N'oubliez pas que le ventricule droit, c'est un ventricule qui est fait pour se remplir. Donc il est fin, il est compliant, et il va se mettre un peu comme un sac à dos autour du ventricule gauche. C'est ce que vous voyez ici. Quand vous coupez le cœur en saucisson, vous avez le ventricule gauche qui est musclé, et vous avez le ventricule droit, vous voyez, c'est cette espèce de truc, le sac à dos là. Ok ?
Donc ça, il faut connaître. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une de ces 3 coupes et on va vous demander d'identifier les structures. Donc apical, 4 cavités, parasternal grand axe, parasternal petit axe. D'accord ? On est d'accord que celle-là, c'est perpendiculaire à celle-là. Le grand axe est comme ça, le grand axe est comme ça, le petit axe est comme ça. Deuxième point qu'il faut connaître, c'est qu'il y a 3 modes. Il y a le mode, vous avez deviné que je ne suis pas échographiste, il y a le mode donc ça c'est le mode TM, temps mouvement. C'est que vous mettez votre faisceau n'importe où, vous mettez votre faisceau ici, vous le laissez stable, et dans le temps, il va vous dire comment évoluent les différentes structures qui sont sur votre faisceau dans le temps. Donc là, par exemple, on a probablement mis notre faisceau, là ça coupe le ventricule gauche, et vous voyez votre ventricule gauche, au cours du temps, il se contracte. C'est ce qu'on appelle le temps mouvement. C'est ce qui permet d'évaluer la fraction d'éjection. Vous avez ici le mode Doppler, soit couleur, soit continu, Doppler, soit pulsé, soit continu. Et ici, le Doppler couleur. Et ça s'appelle... Putain, j'ai un trou de mémoire là. C'est le normal, quoi. L'écho. Le mode B. Bon, c'est le mode d'écho normal, quoi. D'accord ? Mais ça, c'est le TM, Doppler, continu ou pulsé. Pulsé, la seule différence, c'est qu'on va mettre notre faisceau, et le pulsé, on va aller mesurer la vitesse exactement à l'endroit de la petite, à l'endroit où on veut. Alors que le continu, on va calculer la vitesse sur toute la ligne. D'accord ? Et ça, c'est le Doppler couleur qui va bien en rythmologue. Alors, quand on approche un problème de valve, la première étape, c'est de se dire, est-ce que j'ai un problème de valve, aigu ou chronique ? C'est vachement important. En gros, aigu, il n'y a pas eu du tout de capacité de compensation, alors que le chronique, il y a un système de compensation. Si on va prendre une insuffisance aortique aiguë, eh ben, on sait bien que la physiopathologie de l'insuffisance aortique, c'est que ça va dilater, ça va faire une surcharge de volume du ventricule gauche et que le ventricule gauche va se dilater. Si vous avez une insuffisance aortique massive sans dilatation du ventricule gauche, c'est que vous avez affaire à une insuffisance aortique aiguë. D'accord ? Donc voilà. Votre premier step, c'est de dire est-ce que j'ai affaire à une valvulopathie qui est aiguë ou chronique ? Deuxième step, c'est déjà d'avoir dans votre tête des étiologies les plus plausibles et avoir dans votre tête l'étiologie la plus plausible. Donc, ce que je vous propose, c'est de toujours vous dire une valve, c'est comme une porte. Donc, soit vous avez un problème de porte, soit vous avez un problème d'encadrement de la porte. Mais c'est important de se dire ça. C'est soit un problème de porte, soit c'est l'encadrement de la porte qui ne va pas. Et la porte fonctionne bien, mais simplement l'encadrement n'est pas bien ajusté à la porte. Puis le deuxième truc, c'est qu'on a dit il y a du chronique et de l'aigu. Le point important, c'est qu'un rétrécissement, vous comprendrez qu'un rétrécissement n'a pas de cause aiguë déjà. Donc c'est pour ça qu'on l'aime bien, le rétrécissement, parce qu'il est plus simple. Le rétrécissement, c'est un tableau à une case. Il n'y a pas de aigu chronique. Pardon, il n'y a pas de aigu chronique. Et dans le rétrécissement, c'est toujours un problème de la valve. C'est pour ça que le rétrécissement, alors c'est pas de bol, ils vous ont enlevé le rétrécissement mitral, mais il vous reste le rétrécissement aortique, c'est la valvulopathie la plus simple à appréhender, puisque en termes étiologiques, il n'y a pas de aigu, pas de chronique. Un rétrécissement, c'est forcément chronique. Et le rétrécissement, c'est forcément un problème de la porte, de la valve. D'accord ? Donc, autre chose, vous verrez, atteinte primitive. Primitive, ça veut dire atteinte de la valve. Secondaire, ça veut dire qu'en fait, on a une atteinte valvulaire qui est secondaire au pourtour de la valve. Donc, ça vous donne au moins une approche. Moi, je pense que c'est utile, mais ensuite, vous faites ce que vous voulez. Que c'est assez intéressant de vous dire ça, parce que vous en arrivez vite en disant, ok, bon, le rétrécissement mitral, on me l'a enlevé de mon truc. Ok, donc ça fait une case en moins. Ensuite, le rétrécissement, on m'a dit que rétrécissement, ça ne peut être que chronique. Donc déjà, ça simplifie. Et ça ne peut être qu'un problème de valve. Donc le rétrécissement, j'ai un problème à une case. Et dans les autres, dans l'insuffisance aortique ou dans l'insuffisance mitrale, j'ai bien un problème à 4 cases. Parce que j'ai de l'aigu et du chronique, et j'ai des problèmes au niveau de la valve ou des problèmes au niveau de l'anneau. Donc si vous prenez, on ne va pas tous les faire, mais on se prend par exemple l'insuffisance aortique dont on parlait tout à l'heure. L'aigu, atteinte de la valve, c'est typiquement l'endocardite. L'aigu, atteinte non pas de la valve, mais du pourtour de la valve.
C'est ce qu'on a dans l'insuffisance aortique de la dissection aortique ou de post-traumatique. D'accord? Par contre, une insuffisance aortique chronique, atteinte de la valve, typiquement bicuspidie, d'accord, cause la plus fréquente en Europe, rétrécissement aortique, rhumatisme articulaire aigu, vous n'aurez pas ça en Europe, et secondaire, maladie annulo-ectasiante. C'est-à-dire que c'est vraiment une atteinte, c'est l'aorte qui a une maladie annulo-ectasiante, donc l'aorte va se dilater, comme le culot aortique se dilate, et ben la porte, elle n'est pas suffisante pour fermer correctement les choses. OK? Et pour l'IM, c'est pareil. Mais vous remarquerez d'ailleurs, c'est intéressant, que la dégénérative, dans l'insuffisance aortique, la dégénérative, c'est vraiment une maladie de l'aorte, maladie annulo-ectasiante de l'aorte. Alors que la dégénérative de l'insuffisance mitrale, c'est ce qu'on appelle le Barlow ou la dégénérative dystrophique, c'est une atteinte de la valve. Mais typiquement, par exemple dans votre tête, dites-vous, qu'est-ce que j'ai comme insuffisance mitrale chronique qui n'est pas liée à la valve? Ben, typiquement, c'est la cardiomyopathie dilatée, où il y a une insuffisance mitrale fonctionnelle, parce que l'anneau, il dépend du ventricule. Donc si le ventricule se dilate, l'anneau va se dilater. Si l'anneau se dilate, la valve mitrale est plus continente, et ça va fuir. Et cardiopathie ischémique. Vous avez une cardiopathie ischémique, il y a un des piliers qui dysfonctionne, vous allez avoir une insuffisance mitrale. N'empêche que le problème, ce n'est pas vraiment la valve mitrale, c'est le pourtour, c'est le pilier. OK? Voilà, en espérant que cette approche vous simplifie un peu les choses. Step 3, c'est que vous soyez capable de dire, est-ce que j'ai affaire à une valvulopathie sévère ou serrée? C'est le même, on dit serré dans les rétrécissements et sévère dans les insuffisances, mais peu importe. Ou non, et ça c'est l'écho, et ça là, Coco, vous êtes obligé d'apprendre. Insuffisance aortique sévère, elle se définit par un volume régurgitant de plus de 60 ml ou une surface d'orifice régurgité à plus de 30 mm². IM, même volume régurgitant, c'est logique. D'accord, c'est logique, mais il n'y a pas la même contrainte de pression, donc la surface d'orifice régurgitant n'est pas tout à fait la même. C'est 40 mm². Okay, et un RA, on parle de RA serré quand la surface est à moins de 1 cm² ou quand la surface indexée est à moins de 0,6 cm² par mètre carré, surface indexée, ou le gradient moyen, pas maximal, hein, le gradient moyen est supérieur à 40, ou, c'est ce qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est la Vmax est supérieure à 4 mètres secondes. D'accord? Voilà comment on définit un rétrécissement aortique. Encore une fois, pour le dernier, c'est vraiment ça qu'on utilise parce que c'est le plus reproductible. Donc maintenant, on utilise beaucoup ça. Mais avant, à mon époque, on utilisait beaucoup ça. OK? Je vous le remets là. Et ensuite, le step numéro 4, c'est de savoir s'il y a des symptômes ou non, ou de savoir comment on va traiter le patient. C'est plutôt ça. Step numéro 4, c'est qu'est-ce qu'on propose comme traitement. Si le patient est symptomatique, alors attention, quand on dit symptomatique, c'est qu'on considère qu'il est symptomatique lié à sa valvulopathie. Hein. S'il est symptomatique, c'est un traitement, on va dire chirurgical. De toute façon, un traitement chirurgical. OK ? S'il n'est pas symptomatique, et c'est là où c'est un peu compliqué, et c'est là où c'est un peu dur de vous faire apprendre ça, encore une fois, je ne pense pas que ça tomberait. Mais quand même, là, ça fait partie un peu de par cœur à faire. C'est-à-dire qu'il faut être capable de connaître les critères qui sont en faveur d'un traitement chirurgical alors que le patient est asymptomatique. Donc vous verrez dans vos bouquins, quand le patient est asymptomatique, il existe des critères quand même pour un traitement chirurgical. Donc quand il est symptomatique, c'est sûr que c'est un traitement chirurgical, mais quand il est asymptomatique, il faut connaître. Alors qu'est-ce que vous avez? Il y a un truc simple, c'est que si vous devez le ponter en même temps, ça tombe bien. Vous comprenez que ce soit un traitement chirurgical. Mais sinon, chez les patients asymptomatiques que vous ne devez pas ponter, en cas d'insuffisance aortique, vous avez des critères en faveur d'un traitement sans plus attendre. OK? Insuffisance aortique, insuffisance mitrale, rétrécissement. Alors si vous prenez par exemple l'insuffisance mitrale, le fait de faire de l'AFA, donc si vous avez, donc je reprends, si vous avez une insuffisance mitrale sévère, mais que le patient n'est pas symptomatique, eh bien si le patient fait de la fibrillation atriale, ça va vous pousser à l'opérer.
Donc si je résume, step 1, avoir une idée, est-ce qu'on s'oriente vers quelque chose d'aigu ou de chronique? Step 2, quelle est l'étiologie la plus plausible? Step 3, est-ce que j'ai des critères? Alors là, vous devez les connaître par cœur. Est-ce que j'ai mes critères pour une valvulopathie sévère ou serrée? Ok. Et ensuite, step 4, comment je le prends en charge? Si c'est sévère ou serré, c'est un traitement chirurgical. Enfin, disons que c'est un traitement, on change la valve. Si c'est symptomatique. Si par contre, la valvulopathie est sévère et serrée, mais que ça n'est pas symptomatique, il y a quand même des critères en faveur d'un traitement pour changer la valve. Et ça, il faut les connaître. Bon, ok. Step 5, c'est de savoir, une fois que le patient, vous voulez intervenir, est-ce qu'il est opérable? Ça, c'est le petit truc de base. Coro, écho, TSA et bilan infectieux. Parce qu'on met du matériel étranger, on veut être sûr de limiter les risques d'endocardite. OK. Step 6, suivi des asymptomatiques. Donc ça, c'est à savoir, quand vous avez une valvulopathie sévère, vous faites une échographie tous les 6 mois. Non sévère, c'est tous les 2 ans. C'est les recos. OK. Voilà un peu l'approche pour un dossier valve. Alors un dossier valve, il faut comprendre qu'un dossier valve, soit une valve, on essaie de la réparer, soit on met une prothèse par voie chirurgicale, soit on met une prothèse par voie percutanée, ce qu'on appelle le TAVI, ou le MitraClip. Maintenant, c'est des réparations pour la valve mitrale, mais bon. Ok. Donc le gros truc, c'est de savoir quand est-ce qu'on met une bioprothèse, quand est-ce qu'on met une valve mécanique. La bioprothèse, vous la considérez si le patient a plus de 70 ans. À l'inverse, si c'est une jeune femme relativement jeune qui a un désir de grossesse, d'accord, s'il y a une contre-indication aux AVK, et puis le patient, il a son mot à dire. Il peut très bien dire, moi je refuse d'être sous anticoagulant et je veux une bioprothèse. Il a le droit. D'accord? Donc ça, c'est les critères, par contre, c'est les points importants. Autre point que je trouve important, c'est qu'on a trop tendance à confondre entre la bioprothèse et la prothèse mécanique. On a l'impression que la prothèse mécanique aura toutes les complications et que la bioprothèse, c'est comme une valve normale, il n'y aura aucune complication. Il faut bien, d'une part, comprendre que la bioprothèse et la prothèse mécanique sont sujettes aux mêmes complications. D'accord ? Et il faut connaître les 4 familles de complications. Thrombose de prothèse, ce n'est pas que les mécaniques qui se thrombosent. D'accord ? Thrombose de prothèse, les mécaniques se thrombosent plus, bien évidemment, mais c'est pas... Thrombose de prothèse, c'est une complication qui doit se dichotomiser en deux. Soit c'est une thrombose obstructive. Obstructive, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien qui passe. Ça veut dire qu'il y a la valve qui dysfonctionne. Et les thromboses non obstructives, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de caillot, thrombus ou panus pour les bioprothèses qui s'est mis sur la valve. Ça a fait une obstruction. Ça s'est mis sur la valve, mais ça ne fait pas d'obstruction. Donc vraiment, dans les thromboses de prothèses, il y a obstructives et non obstructives. Les obstructives sont des urgences médico-chirurgicales. Deuxième grosse complication, là encore, c'est absolument pas plus pour les valves mécaniques que pour les bioprothèses, c'est pour les deux, l'endocardite infectieuse. Et là encore, bien connaître l'entité, endocardite infectieuse précoce, et ça c'est un traitement chirurgical, c'est quand ça survient moins d'1 an après la chirurgie, ou les endocardites infectieuses tardives, quand ça survient plus d'1 an après. Où le traitement peut être tout à fait médical. D'accord ? Troisième complication, c'est la désinsertion de prothèse. Il y a un petit overlap entre les deux, c'est parce que la désinsertion de prothèse, elle peut être d'origine septique. Donc ça peut être une endocardite. Hein. D'accord ? Quatrième complication, c'est tout ce qui est hémolyse. Hémolyse sur des fuites paraprothétiques où en fait il y a des fuites où il y a très peu de sang qui passe dans ces fuites paraprothétiques, mais comme le trou est très petit, les vitesses d'accélération sont très élevées, ça casse les globules rouges, ça vous crée une hémolyse. Et ensuite, il y en a une complication qui est liée à la bioprothèse, qui est spécifique de la bioprothèse, c'est la dégénérescence de la bioprothèse. La prothèse mécanique, elle ne va pas se dégénérer, hein. Ça va rester en métal jusqu'au bout. Par contre, la bioprothèse va se dégénérer. Donc ça, c'est spécifique à la bioprothèse. Et alors, c'est quoi les facteurs associés à une dégénérescence, on va dire, accélérée? C'est l'âge jeune. Plus le patient est jeune, plus il aura des risques de dégénérescence de sa bioprothèse. La grossesse, la position mitrale, le diabète
les troubles phosphocalciques et l'insuffisance rénale. C'est un peu pareil. L'insuffisance rénale, ça dégénère les bioprothèses à cause des troubles phosphocalciques associés. D'accord? Pourquoi? Parce que ça va calcifier la valve. Elle va dégénérer plus vite. D'accord? Normalement, c'est à connaître ça. D'accord? Donc, le message vraiment à avoir en tête, c'est, pour reprendre la diapo d'avant, c'est connaître quelles sont les indications d'une bioprothèse versus une prothèse mécanique. Deuxième message, c'est avoir en tête les familles de complications des porteurs de prothèses et ne pas croire que les complications sont ne concernent plus les prothèses mécaniques par rapport aux bioprothèses. Et puis troisièmement, il faut comprendre que la bioprothèse, elle a une complication particulière spécifique qui est la dégénérescence de la bioprothèse. C'est pour ça que les bioprothèses, ça dure 10 à 15 ans et au bout d'un moment, ça va complètement dégénérer. N'oubliez pas que les porteurs de prothèses doivent être suivis par un cardiologue une fois par an. Clinique, ECG, écho, bio. Bio, c'est justement pour voir s'il n'y a pas un peu d'hémolyse, pour voir comment ils tolèrent les traitements anticoagulants. Un INR par mois, médecin traitant tous les 4 mois, et on dit dentiste ORL tous les 6 mois. D'accord? Ça, c'est le suivi. Donc, c'est juste retenez que le suivi d'un porteur de prothèse, il est multidisciplinaire et régulier. N'oubliez pas. Ensuite, il y a une question, c'est on s'embrouille souvent avec l'objectif de l'anticoagulation chez les porteurs de prothèses. Donc là, on parle de prothèses mécaniques, on est d'accord. Et donc, moi, je vous propose, c'est en accord avec les recommandations, vous pouvez très bien créer ce tableur qui vous oblige à mettre quoi? Il vous oblige à mettre ici le type de prothèse, sachant qu'attention, on a maintenant quasiment que des double ailettes, d'accord? On a très peu de valves à disque et des valves de Star. Et ici, vous mettrez, soit il y a 0 facteur de risque thrombogène, là c'est des facteurs de risque de thrombose, soit il y en a 1 ou plus. Ça vous fait un tableau à 4 cases. D'accord? Vous allez vous dire que j'aime bien les tableaux, mais... Donc ensuite, ça vous oblige à connaître les facteurs de risque de thrombose de prothèse, mais vous devez les connaître. C'est quoi? Le fait d'être en position mitrale ou tricuspide par rapport à une position aortique ou pulmonaire. On comprend. Le sang est moins accéléré, ça stagne plus. Quand on a fait un pépin, en général, on a toujours plus de chances de refaire le même pépin. Donc antécédent thromboembolique. Troisièmement, quand on fait de la FA associée à une prothèse mécanique, eh ben, on est plus à risque de thrombose de prothèse. Quand on a un rétrécissement mitral associé, et dernièrement, quand on a une dysfonction ventriculaire, parce qu'encore une fois, le sang a plus tendance à stagner, et donc on a un risque plus important de faire une thrombose de prothèse. Et si vous faites ça, et vous connaissez vos 5 facteurs de risque de thrombose de prothèse, vous faites votre tableau à 4 cases. Et à ce moment-là, vous faites 2,5. L'objectif, la cible, c'est 2,5, 3, 3,5, 4. Quand on dit 2,5, ça veut dire que ça doit être entre 2 et 3. Là, quand on dit 3, ça doit être entre 2,5 et 3,5. Là, ça doit être entre 3 et 4. Et là, ça doit être entre 3,5 et 4,5. D'accord? Et vous retombez sur les recommandations qui vous préconisent ça, mais c'est une façon au moins, vous pouvez, quand on vous demande quel est l'INR, quel est l'objectif INR de ce patient-là, au moins, vous pouvez répondre de façon très claire. En disant, est-ce que j'ai mes 5 facteurs de risque thrombotiques? Vous les citez. Et de quel type de prothèse il s'agit? Et ensuite, vous choisissez votre case parmi les 4 possibles. Si c'est la première, c'est 2,5. Si c'est la dernière, c'est 4. Et sachez que la valeur qui est ici, c'est la valeur cible. Et vous donnez une fourchette qui est 0,5 en dessous, 0,5 au-dessus. Pareil pour toutes les cases, d'accord? Bon, moi, personnellement, ça m'aide de faire comme ça. Faites comme vous voulez. Pour les prothèses biologiques, là, vous n'aurez pas trop de questions parce que tout le monde n'est pas d'accord. Idéalement, on fait 3 mois d'anticoagulation et après, on arrête. Et en deuxième intention, mais il y en a qui le font en première intention, donc c'est pour vous dire, honnêtement, vous n'aurez pas de questions trop dessus. Il y en a qui mettent l'aspirine faible dose à la place des 3 mois d'AVK. Donc c'est pour vous dire, comme tout le monde n'est pas d'accord, vous n'allez pas avoir de questions dessus. Ou si vous avez une question dessus, ça sera une question qui sera ensuite pas cotée au moment de la notation. Tout ce qui est discordant, ça sera de toute façon, ça sortira des notes des cotations. OK? Donc, on a vu l'endocardite. L'endocardite, si on veut résumer l'endocardite, vous avez vu qu'on a quand même complètement changé les critères. Les critères, mais ça, vous êtes obligé. Donc, c'est les critères de Dukes modifiés. Vous êtes obligé de les connaître. On parle d'endocardite quand vous avez 2 critères majeurs ou quand vous en avez 1 majeur et 3 mineurs ou quand vous en avez 5 mineurs. Mais vous êtes obligé de les connaître. Et en gros, ce qu'il faut connaître, c'est que dans les majeurs, vous avez soit des hémocultures positives, il en faut 2, soit il vous faut une imagerie, c'est-à-dire il vous faut quelque part une image, que ce soit l'écho
ou de l'imagerie en coupe en faveur d'une atteinte ou d'un abcès, enfin en faveur d'une pathologie endocarditide. OK? Mais vous devez connaître vos mineurs. Ça, mes pauvres, vous devez... Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut connaître? Il faut connaître quand est-ce qu'on doit les opérer. Là aussi, il faut avoir les idées très claires. Il y a 3 indications opératoires dans l'endocardite. C'est quand, hémodynamiquement, on ne tient plus le patient. Par exemple, le patient vient avec une endocardite, avec une insuffisance aortique aiguë. Et l'insuffisance aortique aiguë, c'est une insuffisance aortique massive. Vous n'arrivez pas à le tenir, il se met en OAP. Ça va être une indication à une intervention chirurgicale. Infection non contrôlée, ça aussi, ça fait sens. D'accord ? Quand vous avez une infection non contrôlée, vous avez beau mettre les antibiotiques, ils ne doivent pas arriver au bon endroit et où vous voulez. Donc, c'est une indication chirurgicale. Et ensuite, la 3e famille d'indications, c'est pour prévenir les événements thromboemboliques. Et on sait que c'est lié directement à la taille de la végétation. Donc, quand vous commencez à avoir des végétations énormes, il y a un tel risque thromboembolique qu'il faut aller les enlever par une chirurgie. D'accord ? Et enfin, avoir les idées claires sur la prévention. Et ça doit être vraiment, vous devez sortir sans problème la prévention. Qu'est-ce que vous faites comme prévention et comme groupe à risque? Donc le groupe à risque, maintenant, sachez que grosso modo, au cours des 5 dernières années, on a réduit vachement la prévention de l'endocardite. Qui doit avoir une prévention de l'endocardite? C'est ici, ça, premier truc. Quand on a une prothèse, quelle qu'elle soit, pas mécanique seulement, n'oubliez pas, hein, que ce soit une bioprothèse, que ce soit un TAVI, que ce soit une prothèse mécanique. OK, c'est premier. Quand vous avez un antécédent d'endocardite, c'est toujours vrai en médecine. De toute façon, quand vous avez eu une fois le problème, vous avez plus de chances de le... Donc, OK. Et troisièmement, quand vous avez une cardiopathie congénitale. Pas forcément, ne rentrez pas dans les... De toute façon, il va falloir que vous fassiez des tris dans tout ce que vous devez apprendre. Donc, retenez ça. D'accord ? Et le deuxième point à comprendre, c'est que maintenant, on ne fait une antibioprophylaxie que pour les gestes dentaires. Pas pour les gestes non dentaires. D'accord ? Donc, c'est quand même important. Non. Ouais. C'est pas cyanogène, mais en général, tu l'as réparé. Tu as perséance du canal artériel. C'est pour ça que je te dis, ça conforte ce que je te dis. Là, aujourd'hui, peut-être que tu t'en souviens de ça. D'accord ? Mais tu t'en souviendras pas au moment. Donc, ne t'emmerde pas. Et puis, ils ne seront pas d'accord sur le canal artériel parce qu'il y en a qui disent, ah, mais non, c'est ça. Et donc, ils vont annuler la question. Donc, la rentabilité, elle est nulle, là. Retenez que cardiopathie congénitale, vous mettez. OK, quand tu connaîtras. Ouais. Mais la persistance du canal artériel, de toute façon, c'est quelqu'un que tu vas opérer. Ouais, tu vas lui fermer le canal. Mais tu peux lui fermer le canal avec du matériel étranger, tu sais, en lui mettant un col dedans. Et donc, quand tu as mis un col dans le canal artériel, tu vas te retrouver là-dedans. Donc, ouais. Là, c'est une zone grise à discussion. Ne vous embêtez pas. Par contre, parce que c'est ça qui fait que vous allez être bien reçu, bien classé ou pas. C'est que c'est pas que vous allez connaître ça. C'est qu'il n'y aura pas de bol et à un moment donné, vous allez oublier ça, quoi. C'est ça. En fait, quand on est mal classé, c'est qu'on a oublié un gros truc. Hein. N'oubliez pas ça. Quoi? Pourquoi vous rigolez? Alors, là, ça va aller plus vite. Donc, cardiopathie hypertensive, donc il y a moins de subtilité. Et en plus, vous avez une conférence sur l'hypertension, juste pour vous dire que faites attention parce que c'est bien codifié quand même. Donc là, il n'y a pas trop à tergiverser. Vous êtes obligé d'appliquer les définitions qu'on vous a données, qui ont été revues par l'HAS. Là, il y a un seul document officiel. Là, ils seront tous d'accord. Donc, si vous n'arrivez pas et si vous n'êtes pas aligné avec ces recommandations, là, forcément, vous allez avoir des problèmes. Donc, en gros, qu'est-ce qu'elles disent, ces recommandations? Là, on va aller vite parce qu'il n'y a quand même rien à comprendre. Hein. Il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à ordonner dans votre raisonnement. Mais la pression artérielle se définit supérieure ou égale à 140 et ou 90. D'accord? Et on demande... Maintenant, la MAPA est devenue vraiment une façon de diagnostiquer l'hypertension artérielle très, très préconisée. La MAPA, donc soit c'est une moyenne sur 3 consultations, chaque consultation ayant 2 mesures, soit c'est de l'automesure tensionnelle. On peut demander aux patients, hein, vous achetez votre truc et vous me dites, vous faites de l'automesure tensionnelle. Soit c'est la MAPA diurne. Voilà. Ce qu'il y a d'important, c'est que vous allez débuter un traitement qui seront donc des préconisations de règles hygiéno-diététiques en premier lieu et prise en charge des autres facteurs de risque cardiovasculaire. Par contre,
vous pouvez traiter d'emblée dans deux situations. Donc ça, il faut connaître. Quand est-ce que vous initiez? Il ne faut pas s'exciter et traiter tout de suite une hypertension artérielle. Quand est-ce qu'on commence un traitement pour une hypertension artérielle? Vous voyez, je regarde un peu les diapos parce que ce n'est pas non plus ce qui me passionne le plus. Mais quand la pression artérielle est dite sévère, ça ne veut pas dire la maligne. L'HTA sévère, elle se définit soit une systolique supérieure à 180, soit une PAD supérieure à 110. Donc là, vous débutez un traitement d'emblée. Il n'y a pas besoin d'attendre le traitement diététique et compagnie. D'accord? Et l'HTA sévère, c'est ça la définition. L'HTA maligne, c'est de l'HTA sévère plus une souffrance viscérale. En gros, quand vous avez trop de pression artérielle dans les vaisseaux, au niveau neuro, vous pouvez avoir des problèmes, au niveau des yeux, au niveau du cœur, au niveau des reins, au niveau de la circulation périphérique. Donc quand vous avez une atteinte viscérale, associé à une HTA sévère, c'est ce qu'on appelle l'HTA maligne, qui là est une urgence médicale, thérapeutique. Deuxième situation où vous traitez d'emblée, c'est quand vous avez une HTA qui n'est pas sévère, mais vous avez une HTA selon les définitions qu'on vient de voir, mais qui est associée soit à un diabète, soit à un syndrome métabolique, soit à 3 ou plus facteurs de risque cardiovasculaire, soit une atteinte d'un organe cible. Donc il y a 4. Donc dans ces cas-là, vous avez beau avoir une HTA qui n'est pas sévère, vous êtes en droit de débuter un traitement antihypertenseur. Vous reverrez ça, parce qu'il y a des confs spécialement, il y en a qui adorent ça. Bon. 5 classes, vous connaissez les 5 classes d'antihypertenseurs, on ne revient pas dessus, sachant qu'ensuite, en fonction de la cardiopathie sous-jacente, on va privilégier plus ou moins une classe. Si vous avez une cardiopathie ischémique, vous commencez par les bêta-bloquants. D'accord ? Si vous avez une dysfonction ventriculaire gauche associée, IEC ARA2 et bêta-bloquant à préconiser pour le traitement de l'hypertension. Voilà, donc on s'adapte. Diabète, IEC. D'accord ? Et les objectifs tensionnels, grosso modo, on s'excite moins chez les sujets âgés maintenant. On dit moins de 150, c'est largement suffisant. Et surtout, on évite toute hypotension orthostatique. Vous vous souvenez de la diapo sur les syncopes. Le bilan paraclinique initial, grosso modo, c'est de savoir s'il y a un argument pour une HTA secondaire et puis voir s'il y a une évaluation. Deuxième argument, donc voir s'il y a un argument simple pour une HTA secondaire kaliémie. Deuxièmement, je vois un peu si mes organes cibles sont abîmés. Je regarde ma créate. Okay. Et troisièmement, je regarde ma créate, je fais un ECG. Et troisièmement, créate, protéines et ECG. Et troisièmement, je regarde si je n'ai pas d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Puisque vous avez bien vu dans la diapo d'avant que la présence de facteurs de risque cardiovasculaire concomitants à l'hypertension va m'inciter à traiter d'emblée mon hypertension. Ok. Bon, suspicion d'HTA secondaire, bon, vous connaissez ça, honnêtement. Ok. Et puis ensuite, vous devez choisir votre classification d'HTA secondaire. Choisissez-la comme vous voulez. Moi, c'est celle que j'avais en tête, c'est-à-dire c'est soit une atteinte rénale qui est soit parenchymateuse, soit rénovasculaire, soit une atteinte endocrinienne, hyperminéralocorticisme, phéochromocytome ou autre, soit une coarctation de l'aorte, d'accord, soit toxique chez le patient qui prend de la cocaïne, qui prend du réglisse, d'accord. Donc pour moi, il y a 4 familles. À vous de choisir, vous pouvez très bien voir, mais ça nécessite forcément que vous ayez votre classification et que vous soyez, encore une fois, confortable avec celle que vous avez choisie. OK ? Les pathologies coronaires. Je l'envoie à un hypertensiologue, mais non. Tu peux commencer avec monothérapie. Dans l'HAS, ils te disent, je crois que tu as le choix entre la monothérapie ou la bithérapie. Tu as le choix entre une combinaison d'emblée ou une monothérapie. D'accord ? Mais dans le tableau qui synthétise l'HAS, je trouve que ce qui est plus apparent, c'est quand tu as une indication de traiter, tu commences par une monothérapie, tu vois le résultat, tu passes à une bithérapie, tu passes à une trithérapie, c'est comme ça. Mais dans les recos plutôt européennes, ils te disent que tu peux initier d'emblée une bithérapie. Bon. Donc encore une fois, petite zone grise, donc vous ne serez pas... OK. Cardiopathie ischémique, ça il faut comprendre. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors premièrement, mais ça on va aller vite, c'est juste pour vous dire que faites attention, vous devez connaître votre classification, pas votre classification, mais votre topographie sur donc OAG, on est d'accord que qu'est-ce que ça veut dire OAG? C'est-à-dire que vous faites un coup de scopie sur la gauche du patient. Donc en gros, vous mettez votre scopie, vous regardez le cœur en OAG 45. Donc ça veut dire quoi? C'est que vous regardez le cœur de face, puisque votre cœur il est comme ça. Vous mettez en face.
Donc c'est pour ça qu'on dit en OAG 45, c'est vous voyez le cœur, imaginez vos deux anneaux, tricuspide et mitral, c'est une paire de lunettes. Parce que vous voyez votre cœur de face. Donc vous voyez bien là la coronaire droite autour de l'anneau tricuspide qui est là. Et là vous verriez, là si on voyait l'anneau mitral, il serait là. C'est une paire de lunettes en OAG. Okay, alors qu'en OAD 30, c'est l'inverse. On voit le cœur de profil, dans son grand axe. D'accord? Donc là c'est la base du cœur et là c'est l'apex du cœur. Il faut que vous connaissiez vraiment les choses, quoi, hein. Coronaire droite, ok, la tronc commun, l'interventriculaire qui va là, d'accord, et la circonflexe qui part par derrière. Hein, elle part par derrière. Et ce qu'il faut connaître, c'est que, alors moi je me souvenais de IDM, donc I, c'est la branche de la coronaire droite, IVP, l'interventriculaire postérieur. D, c'est les branches de la diagonale. D, c'est les diagonales, c'est les branches de l'IVA. Et M, c'est les branches de la circonflexe, IDM. Bon. Chacun a son truc, ok. Mais ça, il faut vous connaître. Pareil, ça, on est d'accord, c'est comme les BAV. Vous ne pouvez pas vous gourer dans un diagnostic de localisation d'un ST+, par exemple. D'accord? Donc, il faut que vous connaissiez parfaitement votre topographie. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'on appelle, par exemple, le plus compliqué, si vous connaissez ça, c'est que vous avez tout compris, septal profond. C'est quoi le septal profond? Donc c'est en général l'antéroseptal. Donc antéroseptal, c'est V1, V2, V3, V4. D'accord? Et l'inférieur. D'accord? On est d'accord que latéral bas, c'est par exemple V5, V6. Ce qui est logique, c'est ici. D1, VL, c'est un peu plus haut. Donc ça s'appelle latéral haut. Pas très compliqué. Hein. Ensuite, il y a apical, c'est V3, V4. Et donc on dit septo-apical, V1, V2, V3, V4. Septo-apicolatéral, V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1, VL. D'accord? Inférieur, D2, D3, VF. Ventricule droit, c'est AVR et V3R, V4R. D'accord? Et postérieur, c'est le postérieur du cœur, c'est la base du cœur, c'est quand vous mettez le V7, V8, V9. Ok? Mais ça, faites attention, il faut vraiment connaître parfaitement. Ensuite, là, on approche, avoir une idée un peu plus... là, il faut que vous ayez des idées claires. Un, il faut comprendre pourquoi les syndromes coronariens. La maladie coronaire, il y en a deux types. Il y a l'astable et il y a l'instable. L'astable, donc ne croyez pas que l'infarctus du myocarde, c'est grosso modo le gars qui avait une cardiopathie, qui avait une maladie coronaire, et à force, la sténose, ça s'est resserré, et puis à un moment donné, il fait l'infarctus du myocarde. C'est pas ça, hein. C'est pour ça qu'il faut avoir les idées très claires. La physiopathologie de l'infarctus du myocarde, c'est une plaque d'athérome qui va se déstabiliser. C'est-à-dire qu'elle va se fracturer, elle va se fissurer. Comme elle se fissure, il y a toujours dans votre corps un système de cicatrisation. Et donc les plaquettes vont venir colmater la brèche et ça va faire un thrombus. D'accord ? Sinon, tous vos infarctus du myocarde auraient de l'angor d'effort avant. D'accord ? En fait, pourquoi la plupart n'ont pas d'angor d'effort avant ? C'est parce qu'ils ont une plaque qui est simplement instable, mais la plaque, elle ne les gênait pas. Il n'y avait pas d'hypoperfusion à l'effort. Mais à un moment donné, la plaque va se déstabiliser, va se fissurer, et là, ça va faire un syndrome coronarien aigu. Soit ça va occlure complètement l'artère, c'est ce qu'on appelle le STEMI, infarctus du myocarde avec élévation du segment ST. Ça, c'est quand l'artère est occluse, ça correspond électriquement à un sus-décalage du segment ST. Soit l'artère est partiellement occluse, et ça correspond à un sous-décalage du segment ST. Mais dans tous les cas, la physiopathologie ici, c'est de l'athérothrombose. Et ça donne des syndromes coronariens aigus. Alors que la maladie coronaire stable, c'est une plaque d'athérome qui, va devenir de plus en plus grosse avec le temps. Mais la plaque d'athérome, c'est une chose, le degré de sténose, c'est une chose, mais son instabilité, c'est différent. Ok ? Et c'est bien couvert par des recommandations. Et là, j'ai oublié de dire qu'il y avait aussi en 2017 des recommandations un peu plus globales sur la revascularisation myocardique. Mais en gros, c'est bien cadré. Donc ça, vous n'avez pas le droit d'inventer. Stratégie diagnostique. Alors en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais stratégie diagnostique, quelles que soient les recommandations, on est d'accord que quand même, on privilégie de faire une choro quand on a fait une recherche d'ischémie. Et maintenant, la recherche d'ischémie, on aime bien qu'elle ait une valeur localisatrice. Et donc, on préconise de faire ce qu'on appelle ici une imagerie fonctionnelle. Soit une scintigraphie, soit une écho d'effort. D'accord ? Mais au moins, ça aura une valeur
localisatrice sur l'ischémie. Alors que la simple épreuve d'effort, vous savez bien que vous pouvez avoir un sus-décalage en antéroceptal à l'épreuve d'effort, avec une épreuve d'effort positive, due à une ischémie en inférieur. L'épreuve d'effort n'a pas de valeur localisatrice. Elle a une valeur positive pour dire oui, j'ai des arguments en faveur d'une ischémie aiguë, mais elle n'a pas de valeur localisatrice. Et donc, peu importe la probabilité pré-test, donc quand vous avez une probabilité pré-test faible, rien, ben bien sûr, vous imaginez, le patient n'a pas d'argument en faveur d'une maladie coronaire. Mais que le pré-test soit un peu intermédiaire parce qu'il a un ou deux facteurs de risque, ou très fort parce qu'il a plein de facteurs de risque allovasculaire, quoi qu'il en soit, avant de faire une coronarographie, vous avez intérêt à faire une recherche d'ischémie. Et encore une fois, ce qu'il y a noté dans les recommandations, c'est une recherche d'ischémie avec une information sur la localisation, donc écho ou scintille. Stratégie thérapeutique dans la maladie coronaire stable, c'est une mesure générale. N'allez pas oublier ça, ça serait un drame. Et ensuite, c'est votre acronyme basique, c'est-à-dire bêta-bloquant, anti-agrégant, statine, IEC, correction des facteurs de risque. D'accord ? Retenez, vous êtes obligé de faire un choix dans ce que vous allez apprendre, donc retenez les choses simples, n'ayez pas peur d'apprendre des choses simples. Quand il y a un stent de poser en cas de maladie coronaire, où il y a eu de l'ischémie prouvée par une scintille, par exemple, le gars, il a eu un stent sur l'IVA moyenne, par exemple, il va être sous double anti-agrégation au minimum 1 mois. Voilà ce que vous retenez. D'accord ? Vous retenez ça. On met quasiment que des stents actifs. N'allez pas dans la subtilité des stents actifs, ces stents tenus et tout, vous ne retiendrez pas. D'accord ? Donc, ce qui a d'important, c'est basique. Et en termes d'anti-agrégants, eh ben, s'il a eu un stent récemment, il a une double anti-agrégation plaquettaire qui, au minimum 1 mois. 1 à 12 mois. Mais le minimum, c'est 1 mois. On ne va pas en dessous d'1 mois. OK ? La revascularisation, elle se fait par l'angioplastie coronaire. Mais on va discuter une prise en charge chirurgicale s'il y a des lésions tritronculaires, surtout, donc retenez ça, s'il y a des lésions tritronculaires, surtout s'il y a une dysfonction VG et si le patient est diabétique. D'accord ? Quand il y a des lésions difficiles à atteindre, c'est-à-dire le tronc commun distal, parce que ça bifurque au niveau de l'IVA et de la circonflexe, on discute un traitement chirurgical. Quand il y a eu un échec d'angioplastie coronaire, donc ça paraît logique, et quand il y a un remplacement valvulaire, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, ça paraît logique. Ok ? Donc quatre indications principales. Tritronculaire, tronc commun distal, échec d'angioplastie coronaire, remplacement valvulaire. Et dans les tritronculaires, il y a un sous-groupe qui nous intéresse particulièrement et qui bénéficie particulièrement d'une revascularisation chirurgicale, c'est quand il y a une dysfonction VG et quand le patient est diabétique. Voilà ce qu'il faut retenir. Et n'oubliez pas, c'est à la mode, maintenant c'est qu'on propose quand même à tous ces patients des programmes de réhabilitation physique, cardiaque. Maladie coronaire instable, donc là on change de paysage. Là on a vraiment, là on a affaire à de l'athérothrombose. Alors dans le SCA, ST-, ouais. Non, excuse-moi, revascularisation, là j'ai PAC, pontage aortocoronaire, si. Ouais, quand on dit revascularisation. Ouais. Alors, le SCA, ST-, donc ça il faut savoir le prendre en charge. Donc, comment vous prenez en charge une suspicion de SCA, ST-? Alors c'est très clair. Première étape, donc il y a quelqu'un qui a une douleur thoracique, vous regardez la troponine. Pour vous, c'est une douleur suspecte de SCA, ST-, c'est votre diagnostic. Vous regardez, soit il a eu une douleur il y a plus de 6 heures, vous allez regarder la tropo. Si la tropo est négative, alors que la douleur, ça fait plus de 6 heures qu'il l'a eu, pas besoin de faire de deuxième tropo. Et d'emblée, vous éliminez les diagnostics différentiels, vous vous souvenez du pied, vous éliminez les diagnostics différentiels, et il aura une recherche d'ischémie en externe. Deuxième scénario, vous regardez la tropo, première tropo négative, mais la douleur que décrit le patient, elle a commencé il y a moins de 6 heures. À ce moment-là, vous êtes obligé de faire une deuxième tropo. Soit elle est toujours négative, et à ce moment-là, pareil, vous éliminez un diagnostic différentiel et c'est recherche d'ischémie en externe. Douleur thoracique fortement suspecte de syndrome coronarien aigu, mais là, vous avez une tropo positive. Soit elle est très positive, c'est le truc en pointillé, et vous allez d'emblée à une prise en charge, qu'est-ce que j'ai mis, intensive ou invasive ? Invasive, ok ?
soit elle est faiblement positive, mais elle est quand même positive, vous allez refaire une deuxième tropo, d'accord? Soit elle augmente, à ce moment-là, prise en charge invasive, d'accord? Soit il n'y a aucune variation, alors que le patient souffre de douleurs intermittentes, à ce moment-là, on recherche un diagnostic différentiel. Mais grosso modo, c'est ça. Alors, le score de Grasse, bien entendu, à ne pas connaître, mais c'est un score qui permet d'évaluer la gravité en cas de syndrome coronarien aigu. Plus il est bas, ou plus il est élevé, pardon, plus il y a un risque d'événements graves et notamment de décès. D'accord? Mais vous ne devez pas le connaître. Par contre, ce que vous devez connaître, c'est que quand vous avez, ce que vous devez parfaitement connaître dans votre tête, c'est de quel est le step numéro 2. Le step numéro 2, c'est de vous dire, j'ai un syndrome coronarien aigu ST-, mais dans quel groupe il est? Est-ce qu'il est dans un groupe très grave, moyennement grave ou peu grave? Sachant que le pas grave, on l'a fait sortir, on lui a fait une recherche d'ischémie en externe. Donc, quels sont les arguments? C'est quand le patient est instable. Quand le patient est instable, on doit être capable de lui faire une coronarographie dans les moins de 2 heures. Pas en urgence, on n'est pas à la minute près, on n'est pas dans le cadre d'un ST+, mais on doit être capable, c'est-à-dire qu'il est instable et à un moment donné, il va passer en ST+, donc il faut être capable de pouvoir lui faire une coro dans les 2 heures. Quand on a de la tropo, alors qu'est-ce que ça veut dire instable? C'est instable soit hémodynamiquement, soit au niveau rythmique, il commence à avoir des ESV ou des TVNS, soit au niveau de la douleur, c'est-à-dire qu'il commence à avoir une douleur de plus en plus fréquente. Deuxième en orange, groupe moyennement à risque, où il faut être capable de lui faire une coro dans les 24 heures. C'est soit quand on a un peu de tropo positive, comme on a vu tout à l'heure, à partir du moment où on a un peu de tropo positive, on est dans ce groupe-là, soit quand on a des modifications électriques, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a un ST qui reste, même avec le traitement, qui va rester en ST-, qui va être vraiment sous-décalé. Soit quand le score de Grasse est supérieur à 140, c'est ce que vous voyez dans vos bouquins, mais c'est encore, vous ne connaissant pas vraiment le détail du score de Grasse, vous n'allez pas être embêté par ça. Et puis les autres patients, qui sont diabétisme insuffisant rénal, dysfonction VG, d'accord? Ceux-là, ils ont beau ne pas avoir de tropo, vous suspectez quand même un SCA ST-, et vous avez beau ne pas avoir de tropo, ils sont quand même dans un groupe, certes à risque plus faible, mais vous devez être capable de leur proposer une coronarographie dans les 3 jours. D'accord? Ah ouais, là les 3 sont hospitalisés. On a mis de côté, tout à l'heure, on a mis de côté ceux qui avaient douleur thoracique, troponègue, plus de 6, ça faisait plus de 6 heures, ça commençait, même pas besoin de contrôle tropo, pas d'exclusion, sortie et recherche d'ischémie en externe. D'accord? Parce que là, on disait exclusion des diagnostics différentiels et score de Grasse moins de 140. D'accord? Comment vous traitez un syndrome coronarien aigu? Vous le traitez, donc quand on parle des syndromes coronariens aigus, en dehors de ceux qui avaient absolument aucun critère de gravité et qui rentraient à la maison pour un test, une recherche d'ischémie en externe. Comment on traite un SCA ST-? Quand on sait que c'est un STA ST-, ils vont tous être traités de la même façon, c'est juste la coronarographie, vous avez vu, en fonction de leur gravité, qui va être proposée de façon différente. Donc, on leur donne une double antiagrégation plaquettaire. L'aspirine, c'est aussi bien par voie orale que par voie IV, on est d'accord. Et on va y associer un deuxième antiagrégant plaquettaire. Donc, si vous commencez à vous embrouiller dans les antiagrégants plaquettaires, sachez que le Brilic, c'est celui que vous pouvez donner en première intention. D'accord? Pourquoi? Parce que l'Effiante, on peut le donner en première intention, mais l'Effiante, il y a des contre-indications. Donc, il faut connaître les contre-indications. Alors que le Brilic, en dehors de l'allergie au Brilic, il n'y a pas de contre-indication. OK. Vous anticoagulez le patient en attendant la coronarographie. Là encore, je ne pense pas que, par exemple, le Fondaparinux, il est indiqué en première intention par rapport au Lovenox, à l'enoxaparine. D'accord? Par exemple, à l'HEGP, on n'a pas de Fondaparinux. Donc, je veux dire par là que n'allez pas perdre trop de temps à apprendre ce genre de choses. D'accord? On anticoagule. Gardez en tête par l'enoxaparine, Lovenox. Bêta-bloquant, statine, dérivé nitré. Attention, ils traînent dans les bouquins comme quoi on met de la morphine. Ça n'a pas de sens de mettre de la morphine et un antalgique dans un SCA ST-, qui par définition n'a plus de douleur. Parce que s'il a des douleurs qui se maintiennent, ça veut dire que soit il s'est transformé en ST+, soit il a haut risque et il faut lui faire sa coro en urgence.
Mais donc, on ne camoufle absolument pas les douleurs par des morphiniques dans le SCA ST-. Ça, c'est un point extrêmement important. Et ensuite, il va avoir, la plupart du temps, en France, il va avoir donc une angioplastie coronaire. Et quelle va être son ordonnance de sortie? Ça va rejoindre honnêtement l'ordonnance de sortie de notre coronarien, qui avait de l'angor stable. D'accord? À la différence, c'est qu'il va sortir, lui, plutôt avec du Brilic. Vous voyez? À partir du moment où c'est de la maladie instable, c'est le Brilic qui prime. Alors que dans la maladie coronaire stable, vous avez vu, on le faisait sortir sous Plavix. D'accord? Ok? Donc ça, retenez, si ça peut vous simplifier l'idée. Maladie coronaire instable, le deuxième antiagrégant, c'est le Brilic en premier. La maladie coronaire stable, c'est du Plavix. Mais sinon, le reste, c'est basique. D'accord? Il n'y a pas de différence. Le SCA ST+, en fait, c'est plus simple parce qu'il y a moins d'état d'âme. L'occlusion de l'artère coronaire est complète. D'accord? Et donc, vous allez faire donc, le traitement. Donc, il faut connaître quand même, hein, parce qu'on est à Paris ici, mais il ne faut pas oublier qu'il faut connaître quand même quand est-ce que vous allez choisir une angioplastie versus une thrombolyse? C'est quand vous savez que vous allez mettre moins de 2 heures à déboucher l'artère. Deuxièmement, quand vous avez une contre-indication à la thrombolyse. Troisièmement, quand il y a un échec de thrombolyse. Quatrièmement, quand c'est un infarctus qui se complique. On préfère absolument faire une angioplastie et non pas mettre une thrombolyse. Et quatrièmement, quand vous avez un doute diagnostique. Typiquement, vous avez une douleur très typique, le patient a un pacemaker, ou il a un bloc de branche gauche complet qui vous empêche de bien interpréter les choses. D'accord? Donc ça, c'est cinq critères qu'il faut absolument connaître et qui sont en faveur d'une angioplastie primaire de première intention. Ok? Le traitement, en gros, c'est comme le SCA ST-. D'accord? Honnêtement, vous retenez. Le traitement, c'est comme le SCA. Et la sortie, c'est comme la même ordonnance que le SCA ST-. Ok? Dans l'infarctus du myocarde, très important de connaître les complications. On ne va pas les revoir complètement, mais dites-vous que là encore, c'est important de faire des familles, hein, de ne pas avoir un listing indigeste des complications, de les regrouper. Il y a des complications mécaniques. C'est typiquement la dysfonction ventriculaire gauche, dysfonction VD dans l'infarctus du myocarde de la coronaire droite, du ventricule droit, les ruptures de parois libres, l'insuffisance mitrale ischémique, d'accord, l'ACIV, ok, l'anévrisme ventriculaire, qui est la séquelle d'un gros infarctus qui n'a pas été revascularisé précocement. Deuxième famille, c'est tous les troubles du rythme. Et troisième famille, c'est la récidive ischémique, notamment ce que l'on craint, c'est la thrombose de stent précoce. D'accord? Donc voilà, moi, ce que je vous propose, ça marche bien. Et puis en bas, c'est un peu les cas cliniques les plus typiques. C'est l'infarctus plus de l'IVG ou état de choc, l'infarctus avec des signes droits, l'infarctus avec l'apparition d'un souffle. D'accord? Ça, c'est les vignettes les plus classiques. Juste le BAV sur une IVA, sur un infarctus d'une IVA. Toi, tu es très axé BAV, toi. Hein. Les BAV, donc les BAV, soit c'est associé à un infarctus du myocarde inférieur, c'est en général une hypertonie vagale sur le nœud atrioventriculaire, donc bénin. Donc ouais, ça va passer tout seul avec la revascularisation. Donc c'est bénin parce que c'est ossitué, c'est au niveau du nœud atrioventriculaire, et c'est surtout une hypertonie vagale associée. Soit vous avez des troubles de conduction dans l'infarctus du myocarde antérieur, et là c'est extrêmement malin, en faveur de lésions infraïtiennes. Et donc si jamais ça se met à bloquer complètement, vous allez avoir un rythme d'échappement très lent. Ok? Donc ça, il faut vraiment départager les troubles conductifs. En tout cas, les troubles conductifs, exactement. Dans cette case-là, il y en a du bénin dans l'infarctus coronaire droite, et il y a du malin dans le... Ok? Et du coup, l'atropine, c'est que dans l'inférieur et l'isoprénaline, c'est dans les deux? Non, t'évites absolument. Tu mets de l'atropine dans l'inférieur, voilà, c'est tout. Et tu montes une sonde d'entraînement dans le BAV, tu as l'infarctus antérieur. Ok? Si on reprend notre petit programme global, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas fait les cardiomyopathies. Et les cardiomyopathies, il faut bien comprendre, c'est une définition, c'est-à-dire que c'est une atteinte directe du myocarde, du myocyte, primitive ou secondaire, mais ça veut dire que par définition, vous avez exclu, c'est pour ça que j'aime bien moi ça, parce que ça veut dire que quand vous parlez de ça, vous avez exclu toutes les autres cases de la ligne.
Donc ça vous explique que les personnes qui parlent de cardiomyopathie ischémique, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris du tout ce que c'était qu'une cardiomyopathie. D'accord ? On ne peut pas parler de cardiomyopathie ischémique. On parle de maladie coronaire, de cardiopathie ischémique, mais en aucun cas on va dire que c'est une cardiomyopathie ischémique. Ok. Donc, et vous avez donc dans les cardiomyopathies, vous avez les CMD, les CMH, c'est celles que vous connaissez bien. Il y a aussi les cardiomyopathies restrictives qui ne tomberont pas. Et il y a la dysplasie arythmogène du ventricule droit qui est un petit peu particulière. Mais dans cette famille de cardiomyopathies, c'est comme ça, c'est une définition, il y a 4 familles. Par contre, ce que vous devez connaître, c'est les étiologies des CMD. Et quand vous retrouvez avec un ventricule dilaté, première chose, vous devez exclure toutes les autres causes qui pourraient entraîner une dilatation du ventricule. Et une fois que vous en êtes à dire c'est une cardiomyopathie dilatée, vous devez faire un bilan étiologique de la cardiomyopathie dilatée. Ça se fait en 2 étapes quand on a un ventricule dilaté. On exclut les autres cardiopathies. Par exemple, une cardiopathie hypertensive peut donner un ventricule dilaté. Une cardiopathie coronaire, une valvulopathie. Donc tout ça, vous excluez toutes les autres cardiopathies de la ligne. Et ensuite, au sein même des cardiomyopathies, vous allez faire un bilan étiologique. On en arrive un peu sur la fin, c'est-à-dire on en arrive au fait que quand on a une cardiopathie, ça peut se compliquer soit de troubles du rythme, soit d'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, il y a des guidelines aussi qui sont bien identifiés. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand vous avez une dysfonction ventriculaire gauche avec moins de 40%, il faut savoir et il faut connaître votre arsenal thérapeutique disponible. Et là aussi, j'aime bien, je vous propose moi ce tableau, moi ça me permet de... C'est que c'est en fonction de la classe NYHA, vous avez les différentes classes thérapeutiques. Donc vous avez IECRA2, bêta-bloquant, diurétique, anti-aldostérone et plérénone, l'ivabradine, vous savez, c'est l'inhibiteur des courants IF, l'Entresto, qui associe un ARA2 à l'inhibiteur de la néprilyline, et dérivé nitré et digitalique. Quand vous êtes en NYHA1, vous n'avez pas de dyspnée, vous êtes en NYHA1. Donc c'est pour ça que c'est logique de ne pas avoir de l'Azilix. Vous n'avez pas de dyspnée, vous êtes en dysfonction ventriculaire gauche. D'ailleurs, on devrait enlever le mot symptomatique là, parce qu'ici on est asymptomatique. Donc on sait qu'une dysfonction ventriculaire gauche moins de 40%, même asymptomatique, NYHA1, il faut mettre des IEC, des bêta-bloquants, ça sauve des vies. D'accord ? À partir du moment où on passe en classe 2, à ce moment-là, on commence à mettre des diurétiques. D'accord ? Et quand on passe en classe 3 et 4, on va jusqu'à utiliser les dérivés nitrés et éventuellement les digitaliques. Surtout si on est en fibrillation atriale pour ralentir. OK ? Et on en arrive au dernier rayon. Alors, non, quand même un point important. Dans l'insuffisance cardiaque systolique, il ne faut pas oublier que quand on a une FE inférieure à 35%, sous traitement, on peut mettre un défibrillateur pour prévenir la mort subite. D'accord ? Et si on a des QRS supérieurs à 130 millisecondes malgré le traitement pharmacologique, on peut mettre une resynchronisation, c'est-à-dire aller stimuler le ventricule gauche dans le sinus coronaire et dans le ventricule droit pour bien resynchroniser l'ensemble. Ça s'intègre ici. Ici, comme toute cardiopathie avec dysfonction ventriculaire gauche a un risque de mort subite, il faut connaître ici les critères d'implantation d'un défibrillateur qui sont donc la dysfonction ventriculaire à moins de 35% et de resynchronisation. Ouais, le défibrillateur fait pacemaker. Donc on met juste ça s'appelle un défibrillateur multisite, un défibrillateur resynchronisateur. D'accord. Alors on en arrive au dernier chapitre, et on aura 10 minutes, mais je pense que ça va être suffisant. Mais il faut le simplifier, et j'ai l'impression que de temps en temps vous avez un peu de mal avec ce chapitre. On a vu la complication rythmique plutôt ventriculaire, on parle un tout petit peu de mort subite, mais ça vous aurez, à mon avis, aucune question sur... des indications précises de mise en place de resynchronisateurs et de défibrillateurs, ça m'étonnerait. On a vu donc le traitement pharmacologique de l'insuffisance cardiaque. Quand le QRS est large, on a vu qu'il y avait un intérêt de rajouter une resynchronisation en plus. Toute cardiopathie peut se compliquer donc aussi de fibrillation atriale. Donc c'est important déjà de connaître une définition, très important de connaître la définition de la FA non valvulaire. La FA non valvulaire, ça ne veut absolument pas dire
que c'est une FA qui survient en l'absence de cardiopathie valvulaire. Il n'y a pas de causalité. Quand on dit FA non valvulaire, c'est une définition qui dit c'est quand on fait de la FA et qu'on n'a pas de prothèse mécanique et qu'on n'a pas de sténose mitrale, modérée à sévère. C'est ça la définition. Maintenant, avant, la définition était floue, et jusqu'en 2016, la définition elle est devenue très précise. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette FA non valvulaire? Ça veut dire que vous avez le droit d'utiliser des AOD. Donc c'est important quand même. C'est quand même important. La FA non valvulaire, ça veut dire que vous avez le droit d'utiliser des AOD. Alors, on en reparlera. Tu vas voir. Ça date de février 2018. L'HAS dit que vous avez le droit, mais ce n'est pas on doit. En France, vous avez le choix entre les AVK et les AOD. On va en reparler après. Un point important dans la FA, c'est de connaître le type de FA. Paroxystique, c'est soit elle dure moins de 7 jours. Donc paroxystique, elle dure moins de 7 jours. Qu'elle s'arrête spontanément ou qu'elle s'arrête par cardioversion. Attention, ça c'est paroxystique. Sinon, si elle dure plus de 7 jours, c'est une persistante. Et la permanente, c'est vous qui allez donner la définition de la permanente. C'est-à-dire que c'est si vous baissez les bras en disant bah, finalement la FA, moi c'est bon, je maintiens la FA, je le laisse en FA. À ce moment-là, la FA devient permanente. Parce que vous baissez les bras, il n'y a plus de stratégie de le remettre en rythme normal. Donc ça, il faut bien connaître cette définition entre les trois. Paroxystique, paroxystique, persistante, permanente. Le point global, c'est de dire, bien entendu, on ne traite pas quelqu'un pour une fibrillation atriale si vous n'avez pas une documentation électrocardiographique. D'accord. Et le point final, mais n'oubliez pas, ce n'est pas négligeable, c'est on ne traite jamais une fibrillation atriale sans avoir traité la cardiopathie qui l'avait entraînée. Hein? Donc n'oubliez pas. Mais entre les deux, c'est ce qui va nous intéresser pour les 5 dernières minutes, c'est stratégie anticoagulation et stratégie antiarythmique. Il y a 2 stratégies. D'accord ? Ce qu'il y a d'important, c'est que, en tout cas, ces 2 stratégies, anticoagulation et antiarythmique, sont indépendantes l'une de l'autre. Ce n'est pas parce que vous êtes efficace avec votre traitement antiarythmique que vous allez interrompre votre stratégie antithrombotique. C'est indépendant. On va le voir. Donc, pour faire simple, vous avez un patient qui a une FA paroxystique. Donc, vous voyez le patient, il n'a plus de FA. Il fait de la FA paroxystique bien documentée. Encore une fois, en dehors du fait que vous allez documenter la FA et en dehors du fait que vous allez traiter la cardiopathie sous-jacente, vos 2 objectifs, c'est de travailler sur le versant antithrombotique et sur le versant antiarythmique. Sur le versant antithrombotique, c'est simple, vous faites le Schadvasc. Et si le Schadvasc est supérieur ou égal à 1, on va le voir après, vous mettez un traitement anticoagulant. Sauf si le 1 est uniquement lié à la femme. Okay. Et vous allez lui proposer une stratégie de contrôle du rythme. C'est-à-dire qu'il est sinusal, vous allez lui mettre en place un traitement pour qu'il ne refasse pas de la FA. Soit des traitements antiarythmiques, soit aller proposer de brûler les courts-circuits, c'est ce qu'on appelle l'ablation de la fibrillation atriale. Qu'est-ce qu'il faut savoir comme message clé sur les traitements antiarythmiques? C'est que seule la cordarone peut être utilisée quand vous avez une cardiopathie sous-jacente. Et le Sotalex, on va dire. Le Sotalex ou la cordarone, c'est les 2 seuls qui peuvent être utilisés quand vous avez une cardiopathie sous-jacente. Interdiction d'utiliser la flécaïne. D'accord? Ça, c'est la prise en charge de la FA paroxystique. Quand vous avez affaire à quelqu'un devant vous qui est en FA, allez, on va dire que vous le revoyez 7 jours après, il est toujours en FA. Bon, donc c'est une FA persistante. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'anticoagulez, là par contre, systématiquement, sans réfléchir sur le Schadvasc. Pourquoi? Parce que vous avez quelqu'un qui a une FA persistante, vous allez lui proposer de toute façon de le remettre sinusal à un moment. C'est le premier épisode, c'est la première fois que vous voyez. C'est une FA persistante, elle n'est pas permanente, donc par définition, vous avez envie de le remettre sinusal. Donc si vous avez envie de le remettre sinusal, vous allez lui proposer une cardioversion. Et donc, avant une cardioversion, quel que soit le Schadvasc, on vous demande d'être anticoagulé pendant 3 semaines, ou sinon vous devez faire une ETO. D'accord? Donc, entre le rouge et le bleu, là, soit vous avez, ce que vous apprenez dans vos bouquins, vous attendez 3 semaines d'anticoagulation efficace avant de faire une cardioversion, soit vous voulez faire la cardioversion rapidement, et à ce moment-là, il vous faut une imagerie pour éliminer toute arrière-pensée sur le thrombus. Et après la cardioversion, vous allez l'anticoaguler 4 semaines. D'accord? Ça, c'est grosso modo
la recette qui est indiscutable. Et au bout de ces 4 semaines, après la cardioversion, vous allez voir son Chadvask. S'il a un Chadvask supérieur ou égal à 1, vous allez maintenir l'anticoagulation. S'il a un Chadvask à 0, vous allez pouvoir l'interrompre. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on considère que quand on a une EFA persistante, que l'on va devoir réduire par un choc électrique ou par une cardioversion médicamenteuse, ou qu'on va devoir ablater, peu importe, c'est-à-dire qu'on va devoir remettre en rythme sinusal, on a quand même un risque thrombotique dans les semaines qui suivent la réduction, parce qu'il y a une sidération un peu myocardique de l'oreillette, qui est importante. Donc, quel que soit le Chadvask, autour de la prise en charge par cardioversion d'une EFA persistante, on va maintenir un traitement anticoagulant, quel que soit le Chadvask. OK ? Et au bout de 4 semaines, en même temps que vous allez revoir le Chadvask pour voir si vous l'anticoagulez au long cours, vous allez lui proposer un traitement antiarythmique pour pas que ça recommence, pour pas que le même scénario recommence. Et ce traitement antiarythmique, il est soit pharmacologique, soit par ablation. L'ablation de la fibrillation atriale, c'est simplement on va brûler les courts-circuits qui donnent la fibrillation atriale. OK ? Sur une EFA paroxystique, par exemple, qui a duré 5 jours, on ne met pas d'anticoagulation pendant 4 semaines. Non. Si c'est une EFA paroxystique, donc elle a duré 5 jours, tu as la preuve qu'elle a duré 5 jours, il a un score Chadvask à 0, il peut sortir sans anticoagulant. OK ? Ouais. Non, l'ablation, dis-toi que maintenant ça devient une alternative un peu quasiment de première intention. Mais l'ablation, c'est quand même une intervention. Donc le patient, il faut qu'il comprenne qu'on va y aller. C'est une intervention qui dure 2 à 3 heures, sous anesthésie en général, souvent générale. On fait une ponction veineuse, on fait un transseptal. Il y a quand même des risques. Il faut comprendre que la cardioversion, c'est comme si vous faites, quand vous avez un problème avec votre ordinateur et que vous débranchez, si vous en avez marre, vous débranchez l'ordinateur pour régler le problème, vous le rebranchez. Ça, c'est une cardioversion. Et l'ablation de la fibrillation atriale, c'est vous allez réparer le court-circuit qui, dans l'ordinateur, déconne. Donc l'ablation va vraiment brûler les courts-circuits qui donnent la fibrillation atriale. Mais maintenant, effectivement, l'ablation arrive comme quasiment en première intention, soit à la place de la cardioversion, soit à la place du traitement pharmacologique antiarythmique pour pas que ça recommence. Vous avez le choix. D'accord ? OK ? Ça, c'est pareil. Donc ça, c'est pour vous rappeler le Chadvask. Bon, mais vous le connaissez. Ça, bien entendu qu'il faut le connaître vraiment par cœur. Ça, c'est juste un mot pour vous dire que là, c'est très clair en France, c'est février 2018. En Europe, on disait utiliser les AOD en première intention depuis 2016. En France, c'était les AVK en première intention, sauf en février 2018, où l'HAS a dit vous pouvez utiliser les AOD en alternative aux AVK. Mais en alternative, c'est pas l'HAS ne dit pas utiliser les AOD en première intention dans l'AFA. Non, c'est en alternative. En tout cas, ce qu'ils disent aussi, c'est que si vous utilisez les AVK, vous ne pouvez plus utiliser le Préviscan en première intention à cause des réactions immunoallergiques. Ça, c'est bon, mais ça, je pense pas qu'il faut. Ça, ok, ça. Okay. Et puis, il y a la question, ne vous prenez pas la tête, mais le coronarien qui a un stent et qui fait de l'AFA, vous savez, le problème de thrombose de stent, mais en même temps, le problème hémorragique quand on se retrouve sous anticoagulant et double antiagrégation. Donc, retenez que au bout de 12 mois, le coronarien qui fait de l'AFA, il est simplement sous anticoagulant. Retenez que moins d'un mois, il est classiquement sous trithérapie. Et entre les deux, c'est une discussion avec le coronarographiste. Vous n'aurez pas ça parce que c'est trop discutable. Mais retenez que quelqu'un qui est coronarien, qui a un stent depuis plus de 12 mois et qui fait de l'AFA, il peut être que sous anticoagulant. Pas d'antiagrégant plaquettaire. D'accord ? Par contre, quelqu'un à qui on vient de mettre un stent, qui fait de l'AFA, lui, on va lui mettre la triple association pendant au minimum 1 mois. Okay ? Ça, c'est passé, on l'a vu. C'est tout. Et puis, en tout cas, le seul truc qu'on n'avait pas traité, c'est cardiopathie congénitale. N'oubliez pas que ce qu'on vous demande, c'est d'être capable de repérer un souffle innocent par rapport à un souffle organique. Ça c'est sûr que vous êtes vraiment... Ça doit être très clair dans votre tête. Très clair dans votre tête. Et puis voilà. Et si vous voulez, le dimanche 19 mai au matin, je suis disponible si vous aviez des questions. Je vous remercie de votre attention.